à la fédération UNESA. La fédération UNESA, beaucoup d'entre vous la connaissent, mais pas tout le monde. C'est une fédération patronale qui travaille dans de nombreux secteurs, en particulier du monde associatif, secteur de l'aide à la jeunesse, aux soins aux personnes, de l'enfance, les hôpitaux, les personnes âgées, ou nos aînés, on dira plutôt nos aînés, etc., etc. Donc, on travaille dans 7 à 8 secteurs. La santé mentale, que j'ai oublié d'épingler également. Et dans ce cadre-là, nous représentons grosso modo une soixantaine de milliers de travailleurs. Donc, ça vous donne une idée de l'ampleur de ce qu'est notre fédération patronale. Je ne vais pas en rajouter davantage. Et j'ai la chance d'avoir en supervision les différents secteurs qui se sont réunis aujourd'hui pour vous organiser pour votre bénéfice ce fameux webinaire aujourd'hui, à savoir la santé mentale, l'aide à la jeunesse et le secteur de l'enfance et de la santé. Je voudrais simplement introduire très rapidement le débat du jour. Vous allez voir, je serai extrêmement bref parce que je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est bien entendu d'entendre nos interlocuteurs. Le sujet, vous êtes inscrit, vous le connaissez, c'est le culte de l'enfant et ses conséquences sur les enfants, sur les parents et sur les enseignants. Pour venir nous en parler, nous avons la chance d'avoir avec nous Isabelle Roskam, professeure ordinaire à l'UCL, docteur en psychologie et psychologue clinicienne. Elle dirige, entre autres, toute une équipe de recherche sur les sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Elle est vraiment spécialisée dans le secteur de l'enfance. À ses côtés, Serge Dupont, chargé de cours à la faculté de psycho de l'UCL. Il est spécialiste en sciences de l'éducation. Alors, c'est un sujet qui, évidemment, fait débat, on le sait, on en a parlé. L'idée aujourd'hui, ce n'est pas de faire de la polémique. L'idée aujourd'hui, c'est de s'expliquer, de d'abord comprendre le sujet et ensuite d'en discuter. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. J'ai été surpris, je ne vous cache pas, que quand on a évoqué ce débat dans la presse il y a quelques mois, on a assisté à des réactions un peu en chaîne, et à un point tel qu'on se demandait même si les gens avaient lu ce dont on parlait. Et je pense qu'aujourd'hui, notre devoir de fédération, c'est avec cette équipe de chercheurs, qui n'est pas tout à fait au complet aujourd'hui, mais qui est bien représentée, c'est avec cette équipe de chercheurs, c'est de comprendre ce dont ils parlent vraiment. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une recherche d'équilibre, vous les entendrez, je pense, à ce sujet-là, d'une recherche d'équilibre dans le domaine de l'éducation, entre le respect des enfants, bien entendu, des enfants, j'insiste, mais aussi de leurs parents et de leurs éducateurs, les enseignants. Voilà, je vais leur céder la parole. Alors, avant de leur céder la parole, toute petite chose encore à dire. La présentation va durer grosso modo une petite heure. Nous vous invitons, à travers le chat, à poser vos questions, éventuellement une réflexion, mais surtout vos questions, de telle sorte qu'au terme de la première heure de présentation que feront nos deux interlocuteurs, nous puissions en fait vous donner la parole à travers le chat. Nous avons des gens qui récoltent actuellement vos questions ou réflexions. Elles seront relayées et, bien entendu, nos interlocuteurs tenteront d'y répondre. Voilà, je me permets de vous céder tout de suite la parole. Une heure de présentation et puis discussion, débat. Si on peut. Parce que si vous partagez l'écran, on vous voit plus. Ok, donc d'abord un petit mot de présentation, qui je suis. Donc, je m'appelle Isabelle et je travaille depuis longtemps à l'UC Louvain, où ma spécialité, en fait, c'est le développement de l'enfant et la parentalité. Et je suis par ailleurs maman de 5 enfants. Voilà, de mon côté, Serge Dupont, donc je suis chargé de cours invité à la faculté depuis quelques années déjà. Et par ailleurs, j'ai été enseignant pendant de nombreuses années. Donc, mon domaine de spécialisation, comme vous l'avez évoqué, c'est vraiment l'école. Et tu es papa? Et j'ai 3 enfants, oui. Voilà. Ça compte, hein? Ça compte. Moi, je voudrais commencer par vous remercier pour votre invitation et pour cette opportunité, en fait, de venir parler de ce sujet. Alors, ce qu'on va aborder, c'est le culte de l'enfant et volontairement, c'est un titre un peu polémique
Ce qu'on va aborder, en fait, c'est les représentations autour de l'enfant, la place que l'enfant a dans notre société, de mener une réflexion là-dessus, de constater que cette place, elle a évolué à travers les époques, elle a changé, elle n'a pas toujours été la même. On va s'interroger sur la place que l'enfant a aujourd'hui et surtout sur les conséquences que ça va avoir dans deux grands piliers de la société que sont la famille et l'école, et donc les conséquences de cette place que l'enfant a aujourd'hui dans nos sociétés sur les parents d'une part et les enseignants de l'autre. Et puis on verra quelles sont les conséquences pour les enfants eux-mêmes quand ils prennent la place qu'ils occupent aujourd'hui. Alors voici des images qui datent d'il y a à peu près 130 ans. Et peut-être que ces images, si on les analyse bien, elles vont vous choquer. On y voit en fait une recommandation sur les châtiments corporels, donc sur des pratiques sévères à l'égard des enfants pour les faire obéir, pour les dresser, pour restaurer, aller contre leur tort, contre leur tendance en fait à avoir des pulsions inadéquates. Et puis on voit aussi des enfants qui, très jeunes, en fait, sont envoyés à la mine ou dans des usines. Et il faut attendre en réalité la fin du 19e siècle pour qu'une loi en France interdise qu'on envoie des enfants de moins de 12 ans travailler plus que 12 heures sous terre. Et donc ces images aujourd'hui, clairement, elles nous choquent parce que ça témoigne du fait qu'en un siècle, un peu plus d'un siècle, ce qui représente en fait à l'échelle de l'histoire à peine un saut de puce, un changement radical sur la manière dont on voit les enfants aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on les voit aujourd'hui? Voilà une série d'exemples montrant qu'en fait, aujourd'hui, eh bien, rien n'est assez beau pour les enfants et que les enfants sont aujourd'hui, et c'est une bonne chose évidemment, des êtres de droit qui ont la possibilité de s'épanouir et donc on veut optimiser leur développement, on veut les sécuriser et rien n'est assez beau. Par exemple, on peut souligner le fait que dans les ménages aujourd'hui, une grande partie du budget des ménages est réservée à l'épanouissement, au développement de l'enfant, y compris dans les loisirs. Et vous voyez ici en bas à droite, par exemple, l'exemple de ces formules d'anniversaire avec des prix exponentiels où les parents sont prêts à mettre beaucoup d'argent sur la table pour passer quelques heures de temps agréable avec l'enfant, éventuellement avec d'autres amis. On voit aussi l'aménagement de classes dans les écoles, beaucoup moins traditionnelles, avec des classes flexibles qui prévoient des endroits où l'enfant peut se poser de façon confortable et ne plus être obligé de s'installer sur une table avec une chaise de façon très traditionnelle. On voit aussi dans l'enseignement, par exemple, la hausse du nombre des recours contre les décisions de conseil de classe, que ce soit dans l'enseignement secondaire, mais aussi évidemment à l'université, où on voit que les jeunes exercent leurs droits, défendent leurs droits. On sait aujourd'hui que dans la plupart des pays européens, les fessées sont interdites et qu'on souligne le droit à l'enfant de recevoir une éducation qui est non punitive. Évidemment, tous ces progrès ont amené beaucoup de bonnes choses et notre propos aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir garder ces bonnes choses tout en maîtrisant les conséquences de potentielles dérives qu'on ne manquera pas de souligner. Et on va commencer par essayer de comprendre ce qui s'est passé entre les deux, dans ce saut de puce d'une centaine d'années. Quels sont les événements historiques, les moments vécus qui vont nous permettre de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui à la représentation de l'enfant telle qu'elle prévaut dans nos sociétés actuellement. Alors ici, premier point historique, le nouveau statut qu'on a pu observer ici est la conséquence d'une longue histoire et première étape, Antiquité. Donc ici, les historiens s'accordent clairement pour dire que l'enfant durant l'Antiquité, il avait une image très négative, on le considérait comme quelqu'un de physiquement faible, mentalement incapable et qui était par ailleurs incapable de maîtriser ses passions. Par exemple, la colère, c'était quelque chose qui était le propre des enfants. Par conséquent, les Grecs, toute leur ambition, c'était de forcer les enfants à devenir autres. Alors cet autre dépendait bien sûr de chaque cité-État. On peut penser aux soldats dans le cas de Sparte ou aux citoyens dans le cas d'Athènes. Donc c'est un citoyen mature, éclairé et maître de ses passions. Alors ici, on peut dire que cette éducation n'était pas très drôle. On garde tous à l'esprit une image de l'éducation qui représente la quintessence de la barbarie. Mais à Athènes non plus, c'était pas très drôle. On a retrouvé toute une série de gravures qui mentionnent « travail petit sous sinon le fouet ». Bref, pendant cette période de l'histoire, on peut dire qu'il n'y a aucun souci pour le bien-être des enfants. Ce qui intéresse réellement les Grecs, c'est l'homme fini, c'est la finalité de l'éducation. Dans la chrétienté, on constate grosso modo une même vision de l'enfant.
À la suite de Saint-Augustin, on estime par exemple que les enfants ont une compulsion à faire des choses mauvaises. Ils auraient hérité directement du péché originel. Alors si dans les familles on constate plus de tendresse, voire d'amour, ainsi on va pleurer par exemple le décès des enfants, on constate aussi la violence. Les châtiments corporels sont toujours extrêmement présents. Une autre dimension qui témoigne du peu d'intérêt pour la sécurité des enfants, c'est le nombre d'accidents. Si 50% des décès étaient liés à des accidents domestiques, brûlures, étouffement dans le lit et d'autres joyeusetés. L'humanisme ici va apporter un élément nouveau. C'est les premiers qui vont insister sur l'importance de l'éducation et notamment des premières années. Mais on voit ici toujours un Erasme, par exemple, insistera sur l'importance de contrôler absolument le développement de l'enfant et surtout les mauvaises influences, par exemple, dans la recherche d'une nourrice. Donc c'est quelque chose qui nous frapperait aujourd'hui quand on voit que les jeunes, par exemple, grâce à leur smartphone, ont accès à toute une série d'influences. Bref, pendant cette période de l'histoire, on peut dire que résolument, l'enfance est considéré comme un état transitoire. On s'intéresse peu à l'enfant et ce qui intéresse certainement les chrétiens et les Grecs, c'est la finalité de l'éducation. Quel homme on va créer? Alors, on constate donc l'enfant pâtit d'une image négative. Il y a un réel changement à partir du XVIIIe siècle sous l'impulsion de deux grands philosophes qu'on enseigne toujours aujourd'hui. Vous connaissez probablement Locke et Rousseau. Locke, dans un premier temps, va s'opposer à la vision de Saint-Augustin. En d'autres termes, l'enfant ne présenterait pas une nature diabolique. Il n'aurait pas hérité du péché originel. Il serait plutôt une page blanche sur laquelle les adultes vont écrire. Alors pour Locke, clairement, l'éducation est responsable pour 9/10 du devenir de l'enfant. Le 10e restant est lié à l'individualité des enfants. Donc, un enfant n'est pas l'autre et par conséquent, on doit s'adapter en partie aux enfants. Alors, il a écrit un traité d'éducation à destination des classes moyennes qui a rencontré un grand succès à l'époque et dans lequel il va recommander, bien sûr, de diminuer la part des châtiments corporels. Il y a certains cas où il continue de penser que c'est une bonne chose, notamment lorsque l'enfant se montre rebelle ou têtu. Mais celui qui va vraiment aller plus loin et qui est à l'origine du concept ici que l'on a créé en s'inspirant d'un historien, c'est Rousseau. Alors, pour Rousseau, l'enfant n'est pas naturellement mauvais, ce n'est ni une page blanche, il est au contraire bon. On connaît l'incipit de l'Émile ou de l'éducation, c'est tout est bien sortant de l'auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l'homme. En d'autres termes, pour Rousseau, l'enfant est pur, il est innocent, il est plein de vie, et par conséquent, garantir le bonheur. D'autant plus qu'il risque de mourir jeune. Et donc, pour Rousseau, l'éducation doit consister à préserver ses qualités originelles. Donc, c'est une mentalité complètement différente des Grecs, où eux estimaient qu'il fallait transformer, qu'il fallait le faire devenir autre. Pour Rousseau, c'est bien évidemment le contraire, donc il faut préserver, on va l'accompagner, il va attaquer beaucoup, par exemple, le père. Le père, pour lui, est un tyran qui va mutiler l'enfant, et il va recommander aux mères de se montrer tendre et aimante. Donc ici, il y a vraiment un changement de perspective avec Rousseau. Ces textes seront lus, commentés, contestés à l'époque, mais ils seront principalement repris par les romantiques. Alors, les romantiques, ce n'est pas vraiment une philosophie, ce sont plutôt des artistes qui vont écrire des poèmes, des textes, qui vont écrire des fugues, qui vont peindre. Ici, on voit une représentation d'une petite fille, et il est clair que c'est un visage innocent, c'est une fille telle qu'elle est représentée là, qu'on ne devrait pas toucher, et on devrait absolument lui garantir le bonheur, la sécurité et la protection. Bref, pour les romantiques, les enfants sont des anges, sont des messagers de Dieu, et ils considèrent cet âge-là comme le meilleur âge de la vie. Alors, je peux peut-être donner 2-3 exemples. Pensez par exemple au conte d'Anderson, Le roi est nu. Le seul qui aura le courage de dire la vérité, c'est l'enfant, cependant que les adultes sont des êtres lâches, et dans cette mesure, ils partagent ici la vision de Rousseau. On peut penser aussi à Dickens, ou à Victor Hugo. Victor Hugo va par exemple représenter les enfants à l'école martyrisés par un maître qui passe derrière et qui tue toute leur créativité. À la suite des romantiques, ici c'est un historien Cunningham, il estime qu'on va voir apparaître ce qu'il appelle une idéologie de l'enfance, idéologie qui va reconnaître
des droits et des privilèges aux enfants et qui par ailleurs va considérer que l'enfance est une étape cruciale dans le développement. Donc on doit tout faire pour garantir un développement sain des enfants. Alors cette idéologie va particulièrement inspirer les philanthropes. Alors les philanthropes, ce sont les lobbies de l'époque. Et on peut dire qu'ils vont avoir deux objectifs. Donc, ils vont essayer de mettre des pressions sur l'État pour qu'il adopte une série de lois. Premier objectif, il s'agira de sauver les enfants. On l'a vu avec les romantiques. Si on ne garantit pas la sécurité, l'enfant risque évidemment d'être malheureux et ça peut poser problème. Donc, eux, ils vont essayer de militer pour la fin de l'esclavage, la fin du travail des enfants. Je rappelle par exemple que dans les industries du coton en Angleterre, c'est 43% des employés étaient des enfants ou des jeunes adolescents. Donc ici, ils vont clairement militer pour sauver les enfants. Et un autre aspect, c'est lié à cette idée d'améliorer la race. C'est lié au fait que l'enfance est une étape cruciale et qu'il faut absolument s'adapter pour éviter que l'enfant tombe dans la délinquance. Alors, il faut se rappeler que les villes, à l'époque, dans ces périodes industrialisées, étaient marquées par le vice, la pauvreté et la mendicité. Et ici, clairement, les philanthropes pensent qu'il faut sauver les enfants de ces fléaux pour pouvoir, dans l'intérêt également de la nation. Alors ici, vous avez un exemple. Regardez les noms. Donc, il y a Anspach, Mesdac, donc c'était des gens très puissants à l'époque, des riches financiers. Et c'est une société protectrice des enfants martyrs. C'est une affiche qui était placardée partout dans Bruxelles. Et l'idée, c'est qu'il faut sauver cette petite fille aux allumettes qui est réduite à la mendicité. Alors, c'est intéressant parce qu'on va surtout pointer du doigt les parents. Si cette fille se retrouve dans cette condition, c'est à cause des parents. Donc, voilà pour les philanthropes. Dont l'effet, disons, l'influence va être surtout manifeste au XXe siècle. Alors, le XXe siècle, c'est un siècle disons, qui est considéré comme le siècle de l'enfant à la suite d'un écrit fameux de Helen Key. Donc, c'est un livre qu'elle a publié. Ce siècle de l'enfant, retenons-en deux caractéristiques principales. Premièrement, c'est la montée en puissance des experts. Ça va. En premier lieu, les médecins qui vont s'intéresser à l'hygiène de vie des enfants, qui vont proposer toute une série de recommandations pour l'éducation des enfants. Ils vont aussi, en 1870 par exemple, il y a les premiers médecins qui entrent à l'école, les services, ils vont mesurer les enfants. L'idée, c'est aussi d'améliorer les conditions de vie des enfants d'ouvriers. Ça va. Ces médecins sont suivis par les psychologues. Alors ici, c'est notre discipline, mais il y a Binet, Stanley Hall et toute une série d'autres psychologues qui vont s'intéresser à l'enfant, qui vont explorer ce territoire encore inexploré, assez lointain, et ils vont s'intéresser à leur mentalité, à l'intelligence et aux phases du développement. L'idée de ces psychologues, c'est que la pédagogie peut devenir une science. Alors, c'est un mouvement qui va exploser après-guerre. On peut penser au docteur Spock, vous avez probablement entendu parler de ce personnage, mais gardons à l'esprit que son fameux livre ici, Baby and Child Care, c'était le deuxième livre le plus vendu après la Bible. Je crois qu'il y a 26 millions d'exemplaires en tout qui ont été vendus. Plus proche de nous, on peut penser aussi à Françoise Dolto, dont l'émission de radio était très écoutée à l'époque, où elle insistait sur la reconnaissance des besoins de l'enfant, sur la qualité de l'écoute. Donc, première dimension de ce siècle de l'enfant, la montée en puissance des experts. Jamais l'enfant n'a été autant placé sous le regard des experts, et la pédagogie doit devenir une science. Deuxième acteur, l'État. L'État va bien comprendre que dans un développement sain et heureux de l'enfant, il va pouvoir, disons, participer à l'économie globalisée. En d'autres termes, si vous voulez, si on garantit une enfance heureuse et saine aux enfants, ce sera dans l'intérêt de l'État pour cette économie globalisée et ultra compétitive. En conséquence de quoi, l'État va faire passer toute une série de lois pour empêcher le travail des enfants qui risquent de compromettre le développement des enfants dans le futur. On peut penser aussi à toutes les lois en France entre 1882 et 1886 qui veulent rendre l'école obligatoire et gratuite également. Et enfin, toute une série d'autres lois qui vont viser aussi à protéger les enfants dans le cas où ils grandiraient dans des familles toxiques. Pensons au service de protection de la jeunesse. Alors là, on a parlé d'un mouvement national, de toute une série de lois, mais il faut bien comprendre que c'est un mouvement beaucoup plus large
qui a été repris par tout un ensemble d'agences internationales. Alors la première charte qui a voulu protéger les enfants, c'est à la suite d'un travail de Eglantine Jebb, donc c'est une militante anglaise qui a été fort affectée par le retour des enfants après la Première Guerre mondiale et le malheur qui les frappait. Et elle a milité avec sa sœur pour créer la première déclaration de Genève de protection des enfants, dans laquelle on va clairement reconnaître l'importance d'offrir le meilleur que l'humanité peut offrir aux enfants. Alors, je ne vais pas exposer toutes ces différentes étapes, mais on peut s'arrêter un peu plus sur la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été votée en 1989, donc dans laquelle on va bien sûr vouloir défendre et protéger les enfants de toute forme d'exploitation, mais aspect supplémentaire, on va reconnaître le pouvoir décisionnel de l'enfant, sa capacité qu'il a de pouvoir participer. Et toutes les décisions qui le concernent, il doit être pris en compte. Donc nous sommes ici en 1989, on reviendra sur cette date après, mais nous, la question que l'on se pose est de savoir si depuis 30 ans, la balance du pouvoir, donc on a vu qu'elle s'est équilibrée notamment avec la Convention internationale des droits de l'enfant, est-ce qu'elle ne penche pas toujours plus dans la direction de l'enfant? Et quelles seraient les conséquences d'une balance qui penche toujours plus dans leur direction? Alors, il y a différents indices, notamment le fait que l'enfant est aujourd'hui clairement au centre de l'agenda politique, qu'on insiste toujours plus sur ses besoins, la participation. Mais je ne vais pas trop m'étendre ici parce qu'on va explorer, disons, ce mouvement de balancier vers l'enfant, tant dans la famille qu'à l'école. On va s'interroger sur les conséquences. Et maintenant, je laisse la parole à ma collègue Isabelle. Voilà, donc moi, je vais explorer avec vous comment cette évolution du regard posé sur l'enfant, comment la place qu'il a pris dans la société va en réalité impacter la famille et en particulier, la parentalité et comment cette parentalité a changé. Donc la répercussion dans la famille, c'est en réalité un changement profond du rôle parental, de la manière dont les parents vont être amenés à éduquer leurs enfants. Alors, je vous propose cette image pour vous montrer qu'en fait, ce qui a fondamentalement changé pour les parents, c'est qu'ils se trouvent maintenant dans une situation où on va réguler leur activité. Pourquoi? Parce qu'on est passé d'un système où, en fait, vous connaissez cette notion du pater familias, en fait, ce qui se passait à l'intérieur des familles appartenait à la famille et le père pouvait décider d'une éducation sévère, de ce qu'il faisait avec ses enfants, etc. Et ce modèle va perdurer très, très longtemps. Sauf qu'au XXe siècle, avec d'une part les connaissances qu'on acquiert à propos du développement de l'enfant, de ses besoins, et pas seulement de ses besoins en termes de survie, d'hygiène, mais ses besoins affectifs, donc le besoin d'avoir des personnes qui s'occupent de lui dans la chaleur, dans la disponibilité émotionnelle, eh bien, en fait, il y a tout un discours expert qui va s'organiser autour de comment est-ce qu'un parent doit se comporter, doit agir avec ses enfants pour favoriser, optimiser non seulement son bonheur, mais aussi son développement sur le plan cognitif, sur le plan affectif, sur le plan social, sur le plan émotionnel, et ainsi de suite. Et d'autre part, il y a la régulation qui va se faire par l'État. Alors, la régulation qui se fait par l'État, eh bien, elle est en particulier inscrite dans cette déclaration des droits de l'enfant, puisque les États qui vont ratifier cette déclaration vont s'engager à faire deux choses. Comme cette déclaration, en fait, va établir les droits de l'enfant, mais aussi toutes les responsabilités du parent, parce que le parent, vous l'aurez compris, ce n'est plus celui qui va imposer des choses à l'enfant à cause de ce pouvoir décisionnel de l'enfant. Le parent, c'est plus celui qui va imposer, par exemple, de reprendre la ferme familiale ou de devenir avocat comme papa pour reprendre ses affaires. En fait, l'enfant, il a le droit de choisir qui il devient, en qui il croit. On n'impose plus non plus la religion par rapport aux enfants. Donc, ce pouvoir décisionnel est très fort. Et donc, les parents ne sont plus dans une position de pouvoir, mais sont dans une position un peu comme s'ils ils faisaient de l'empowerment, en fait, avec l'enfant. Ils sont là pour lui permettre d'exercer ses droits et lui permettre de prendre la direction que l'enfant a choisie pour lui-même. Alors, comme on établit les droits et puis les responsabilités des parents, les droits des enfants d'une part, les responsabilités des parents, eh bien, on se rend compte que le job d'être parent devient très délicat, très compliqué. Et avec tout ce qu'on apprend sur le développement de l'enfant, eh bien, on se dit, en fait, être parent, c'est beaucoup de responsabilités. Ce sont des attitudes précises à avoir pour favoriser ce développement. Et du coup, les États vont s'engager à faire deux choses. D'une part,
à mettre en place des services de soutien à la parentalité. Alors, c'est à la fois, par exemple, les allocations familiales qu'on va attribuer aux familles, mais aussi, par exemple, le fait de financer des milieux de la petite enfance, des crèches, par exemple, qui peuvent accueillir les enfants pendant qu'on va au travail. Et ces milieux de la petite enfance vont aussi être surveillés de façon à ce que tout le monde agisse bien dans l'intérêt supérieur de l'enfant et que l'enfant, où qu'il soit dans la famille ou confié à des tiers qui vont prendre soin de lui, eh bien, tout le monde agisse dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Et si ce n'est pas le cas, alors les États s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires qui peuvent aller jusqu'au retrait de l'enfant de la famille pour veiller en fait à sa protection d'une part, mais aussi à l'optimisation de son développement. Alors, tout ça va se faire comment? En fait, en ayant une norme, c'est-à-dire qu'on va définir progressivement ce qu'est être un bon parent, être un bon donneur de soins. Et cette définition, eh bien, elle va venir du travail des experts qui vont accumuler des connaissances sur le développement de l'enfant et sur la bonne manière de favoriser ce développement dans le meilleur intérêt de l'enfant. Alors, dans le cadre de l'Europe, par exemple, à la suite de la Déclaration universelle des droits de l'enfant, il va y avoir des travaux d'experts qui vont donc commenter sur comment doit être la parentalité dans l'Europe contemporaine. Et c'est ce concept de parentalité positive qui va émerger comme étant le point de repère, en fait, l'espèce de norme à laquelle on va se rallier et qu'on va tenter d'imposer, de communiquer au plus grand nombre de parents pour, exactement comme Serge vous l'a dit, en fait, soigner les enfants de la meilleure manière, qui est aussi une manière de soigner la nation et de soigner le futur de la nation. Alors, c'est quoi ce concept de parentalité positive? Eh bien, voici quelque chose qui est tiré d'un rapport de l'OCDE qui date de 2020, donc qui est assez récent, dans lequel on va en fait montrer qu'il y a une manière d'être parent qui, vous le voyez, ce sont les petites gommettes vertes qui sont dans la première ligne et qui montrent l'association entre un style de parentalité, donc une façon de se comporter à l'égard des enfants, qui est associée à un bon développement cognitif, à un bon développement émotionnel, à un bon développement social, à un bon développement physique. Et puis, vous voyez que les autres manières de se comporter, il y a 3 autres styles de parentalité, eh bien, qui sont beaucoup moins convaincants, puisque là, en fait, les parents qui adoptent ce style de parentalité, ils vont avoir des gommettes oranges ou des gommettes rouges, montrant qu'ils ont tendance à avoir des enfants qui se développent beaucoup moins bien. Alors évidemment, c'est quand on voit ce genre de résultats, qui sont en fait tirés d'une littérature qui est corrélationnelle, on pourra y revenir, mais qui montre une association entre un style de parentalité et puis le développement de l'enfant, eh bien, on a tendance à penser que si on pouvait instaurer ce type de parentalité dans toutes les familles, ce serait nécessairement au bénéfice de tous les enfants et forcément de la nation. Et ça donne un peu l'impression qu'il existe une recette qui serait presque universelle et qu'il suffirait d'aller apprendre, transmettre aux parents pour qu'ils agissent dans le meilleur intérêt de l'enfant. Alors, ce concept de parentalité positive, il va susciter beaucoup d'intérêt. On peut voir, par exemple, dans la littérature que depuis 1995, donc on est à la suite de la Déclaration des droits de l'enfant, on est dans le cadre du travail de ces experts, ce concept de parentalité positive va intéresser beaucoup de chercheurs. Et dans la littérature, on va voir donc les études qui portent sur la parentalité positive, eh bien, avoir une courbe qui est tout à fait ascendante. Et quand on regarde de près comment cette parentalité positive va être déclinée dans la littérature, on va trouver en fait 4 thèmes principaux, dont les 2 premiers qui vont être sans doute les 2 plus commentés. Le premier, c'est d'abord, alors ça c'est le thème numéro 1, c'est l'importance d'avoir vis-à-vis de l'enfant, de donner du support émotionnel et instrumental. Et donc, le parent qui agit bien, le parent qui est positif, c'est le parent qui soutient l'enfant là où l'enfant décide d'aller. C'est le parent qui est ultra investi dans sa relation avec l'enfant. C'est le parent qui va proposer un style de vie sain, qui va donc promouvoir la santé mentale et la santé physique de l'enfant. C'est un parent qui ne punit pas, mais par contre qui récompense beaucoup. C'est un parent qui, devant un enfant qui a des difficultés, quelles qu'elles soient, et qui a même des difficultés de comportement, c'est un parent qui va toujours encourager. C'est un parent qui va savoir repérer les forces de l'enfant et qui va se mettre à disposition de l'enfant. C'est un parent qui est capable de se mettre à égalité de l'enfant et d'être dans une démarche qui est empathique. C'est un parent qui inspire la confiance. C'est un parent qui est un modèle pour l'enfant.
Et vous voyez que dans toutes ces recommandations de la parentalité positive, eh bien, ce thème numéro 1, qui est le parent qui est dans le soutien, dans le support donné à l'enfant, va prendre beaucoup de place. La deuxième thématique, qui est moins documentée, qui est en fait l'importance pour l'enfant de bénéficier de règles, de structures, et d'avoir un parent en fait qui veille à ce que ces règles et ces limites en fait soient respectées, y compris quand l'enfant n'est pas sous la surveillance directe de l'adulte. Et puis on a deux thèmes un peu moins commentés, mais qui font pourtant partie en principe du concept, qui sont l'importance de stimuler l'enfant, d'encourager son développement et donc de favoriser chez lui les apprentissages. Et puis un thème beaucoup moins récurrent dans la littérature qui est l'importance de développer avec ses enfants une relation qui est positive. Alors bien sûr, vous me direz, les parents, ils lisent pas la littérature scientifique, tous ces travaux d'experts, et puis non plus, ils ont probablement pas lu la Déclaration universelle des droits de l'enfant. Sauf que les experts, alors pas toujours des experts autorisés, mais des experts parfois qui s'autoproclament, vont bien se charger de faire passer le message, et parfois d'une manière qui est très simplifiée, très univoque, mais qui va bien passer dans le grand public. Et donc, on va le faire passer à travers, par exemple, des campagnes d'affichage qui vont insister sur l'importance d'une éducation qui est non violente, d'une éducation qui est positive, d'une attitude parentale empathique inconditionnelle. Ça va passer via des campagnes d'affichage, mais aussi à travers toute une floraison de livres à destination des parents. Alors ça, il suffit de rentrer dans n'importe quelle librairie et vous aurez une offre extrêmement importante qui va en fait cadrer la façon dont aujourd'hui on doit être parent. Ce qui va donner en fait l'idée qu'en fait, être parent juste avec son bon sens, juste avec le naturel, juste avec les idées qui nous viennent, en fait, c'est jamais assez et qu'on a besoin des experts chaque fois qu'on va se poser une question qui vont devoir nous aider en fait à savoir quelle attitude adopter avec l'enfant, comment se comporter pour être ce bon parent que la société attend de nous. Alors, ce sont des choses qui vont beaucoup circuler aussi sur les réseaux sociaux, évidemment. Et puis, de temps en temps, on a un post sur les réseaux sociaux qui vont mettre en évidence ce contraste qui s'est opéré dans les quelques décennies précédentes avec la parentalité actuelle qui est devenue en fait extrêmement exigeante et pleine d'injonctions à l'égard des parents. Alors, je vous partage ce post qui est un peu humoristique, mais je le trouve très parlant parce qu'il montre ce contraste sur les 30 dernières années. C'est comment être un parent en 2019 et comment être un parent en 1982. Il est en anglais, donc je vous fais la traduction. En 2019, c'est assurez-vous que les besoins de votre enfant soient rencontrés au niveau académique, émotionnel, psychologique, nutritionnel et social. Prenez soin de ne pas surstimuler votre enfant, soit le sous-stimuler, de ne pas le médiquer de manière inappropriée, de ne pas l'exposer à des écrans. Nourrissez votre enfant avec des aliments sains, non transformés, sans OGM, peu énergétiques, bons pour le corps, éco-responsables, issus du commerce équitable, sans emballage plastique ni pesticides. Soyez un parent chaleureux, alliez bienveillance et fermeté, montrez-vous sympa sans être permissif, attentif sans être un parent hélicoptère, parlez plusieurs langues à la maison, ayez un enfant et demi en moyenne avec 2 ans d'intervalle dans la fratrie pour un développement optimal, et surtout, n'oubliez pas l'huile de coco. J'adore la façon dont c'est formulé parce qu'on voit que les injonctions, en fait, elles sont à la fois sur des attitudes émotionnelles, mais elles gagnent aussi évidemment l'alimentation, le sommeil, la question des écrans, la façon d'être pas trop proche, mais pas non plus trop éloigné, pas trop envahissant et en même temps très investi dans sa parentalité, etc., etc., avec toujours cette optique d'optimiser le développement de l'enfant. Et puis par contre, en 82, c'était nourrissez-les parfois. Et donc, on voit comment, à quelques décennies, ces injonctions pour en fait amener les parents à être des parents parfaits se sont multipliées. Alors, est-ce qu'on peut attester de cette évolution dans les familles? Oui, avec une série d'indicateurs. Alors, le premier indicateur, c'est le nombre de parents qu'on va classifier. Alors, vous vous souvenez de ces petites gommettes vertes et ces petites gommettes rouges. Donc, en fait, on peut établir un pourcentage de parents qui se comportent de la bonne manière, entre guillemets, sous le concept de parentalité positive. Et on voit qu'en fait, les études qu'on peut rapporter au XXe siècle, on va situer le nombre de parents qui étaient classifiés dans ce style de parentalité dit optimal autour d'une 50aine de %. Et puis, on voit qu'en quelques décennies, au XXIe siècle, eh bien, on a aujourd'hui 75% qui ont rallié ce style de parentalité. On peut y voir une indication qu'en fait, ces recommandations, elles ont percolé, elles ont atteint les parents. On les a convaincus que c'était bien de cette manière-là qu'il fallait agir. Et par contre, on voit en recul les styles de parentalité qui sont moins
optimaux, et en particulier ceux qui vont beaucoup plus insister sur la sévérité dans l'éducation des enfants. Et donc, ce mouvement vers la parentalité positive est bien entamé dans les familles. Deuxième indicateur que l'on peut relever, c'est dans les études qui sont intergénérationnelles et donc qui tendent à montrer comment est-ce que les formes de parentalité se transmettent d'une génération à l'autre. Donc, en gros, est-ce qu'on reproduit la façon dont on a été soi-même éduqué dans la génération précédente? Eh bien, ce qu'on voit, c'est que dans cette parentalité, c'est surtout les dimensions positives de la parentalité qui vont se transmettre, mais moins la question du cadre, de la fermeté, de la structure et certainement des punitions sévères qui deviennent presque un sujet tabou, qui sont très peu désirables et qui, d'une génération à l'autre, vont terminer cette transmission, alors que les attitudes positives vont par contre continuer de bien se transmettre d'une génération à l'autre. Troisième indicateur que l'on peut relever, c'est en fait ce que certains vont appeler l'émergence d'une culture de la parentalité intensive, c'est-à-dire les parents qui vont se mettre à consacrer de plus en plus d'énergie, de plus en plus de temps, à sacrifier de leur temps à eux, sacrifier de leur travail, sacrifier de leurs projets personnels pour passer de plus en plus de temps avec les enfants. Et pas seulement passer plus en plus de temps en termes de quantité, mais aussi passer de plus en plus de temps de qualité avec un investissement où on a l'impression qu'on ne fait jamais assez. Donc, si on est avec les enfants, c'est pour être à fond avec les enfants, leur organiser des activités, etc. Et donc, on voit que, de nouveau, en quelques décennies, eh bien, pour les mères, ça a augmenté de 48%. Elles étaient déjà bien investies, donc en fait, leur investissement, il a moins grimpé que celui des pères. Et pour les pères, on est passé à une hausse de 73% du temps passé entre le père et l'enfant. Alors, certains vont aujourd'hui jusqu'à dire qu'on est dans une dérive d'une parentalité qui est non plus positive, mais d'une parentalité qui est devenue exclusivement positive. Pourquoi? Parce que, en fait, les petites gommettes vertes, elles mettaient en évidence qu'on avait besoin de deux dimensions qui étaient la bienveillance et la fermeté. Donc, très bien d'être dans le support émotionnel instrumental de l'enfant, mais sans oublier le cadre et les limites. Et donc, dans cette littérature scientifique, on relevait l'importance de ces deux dimensions-là. Mais aujourd'hui, on voit une évolution qui va dans le sens de dire que il ne faut garder de ces deux dimensions qu'en fait la dimension de la bienveillance à l'égard de l'enfant, du support émotionnel et de cette empathie inconditionnelle à l'égard des enfants, et progressivement ce cadre, cette structure, cette limite qui va s'estomper, et on va même aller dans le courant qui va contre ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires, vouloir supprimer toute forme de pratique éducative qui serait vue comme violente à l'égard des enfants, et on pourra en discuter dans la discussion, mais qui peut aller jusqu'à très loin, qui interdit de mettre aucune limite à l'enfant, de le frustrer et de, par exemple, le mettre à l'écart, ces pratiques de time-out qui sont aujourd'hui en projet d'être interdites par le Conseil de l'Europe. Alors, ce que nous, on veut souligner, c'est évidemment l'explosion dans les familles de ce non-cadre, de cette parentalité intensive. Alors, comme disait Hayes déjà à la fin du XXe siècle, dans les années 90, il disait « On est arrivé dans une forme de parentalité intensive qui est une vision de cette parentalité exclusivement centrée sur les besoins de l'enfant, guidée par les experts. » Donc, ce sont ces parents qui ont l'impression qu'en fait, ils ne peuvent plus bien faire leur parentalité s'ils n'ont pas les conseils d'experts pour les accompagner. S'ils n'ont pas lu, par exemple, toute une série de choses avant de devenir parents, qui est émotionnellement très absorbante, qui demande beaucoup de travail et qui est coûteuse financièrement, puisqu'il va falloir mettre des ressources pour que l'enfant ait accès aux meilleures activités extrascolaires, aux meilleures écoles, etc., pour optimiser son développement. On voit fleurir aujourd'hui dans la littérature naïve et même sur Internet, si vous allez regarder, toute une série de termes pour désigner ces parents d'aujourd'hui qui sont dans cette hyperparentalité, dans cette idée qu'ils n'en font jamais assez pour leurs enfants, que rien n'est jamais assez beau, qu'ils exigent toujours plus d'eux-mêmes pour leur progéniture. Et on va parler, par exemple, de parents, tondeuses à gazon, de parents intensifs, de parents hélicoptères, qui sont donc dans ce super investissement à l'égard de leur progéniture. Alors, on peut s'interroger sur les conséquences de cette hyperparentalité pour l'enfant et puis pour les parents aussi. Alors, pour les enfants, en fait, il y a maintenant une série d'études qui commencent à être connues sur les dégâts que peut faire en fait l'hyperparentalité. L'hyperparentalité, vous devez voir, ces parents en fait qui planent autour des enfants pour que jamais rien ne lui arrive. Donc, ils sont dans cette culture de prévention du risque, à surprotéger l'enfant, mais aussi à vouloir
le surstimuler, voilà, pour optimiser son développement, mais surtout d'être là pour veiller sans cesse à ce qu'il n'arrive rien à l'enfant. Alors les conséquences, elles sont importantes de cette hyperparentalité, de ce surinvestissement du parent vis-à-vis de l'enfant, parce que quand on dit qu'il faut qu'il arrive rien à l'enfant, c'est pas non plus tolérer pour lui la frustration, par exemple. Donc, ce sont des parents qui vont éviter de confronter l'enfant à l'échec, à la difficulté, à la frustration, et qui vont être beaucoup dans cette surstimulation. Et on va voir que ça ne prépare pas forcément les enfants, en fait, au monde dans lequel ils doivent vivre, qui est un monde qui va nécessairement les confronter à un moment donné à la frustration, à l'échec. Et ce sont des enfants qui vont avoir des répercussions sur, par exemple, leur santé physique, parce que les parents vont limiter l'exploration de l'environnement, de peur qu'il arrive quelque chose à l'enfant, et donc lui faire vivre beaucoup d'expériences, mais que dans des milieux dont ils contrôlent eux-mêmes la qualité, et des milieux qui sont hyper protégés, avec beaucoup de sécurité, par exemple. Il va aussi avoir des répercussions sur la santé mentale des enfants, avec finalement des enfants qui deviennent assez anxieux vis-à-vis du monde extérieur, parce qu'ils sont habitués d'avoir des adultes qui vont anticiper tous leurs besoins, répondre à leurs besoins de façon immédiate. Et donc, dès qu'ils se trouvent face à une difficulté, face à quelque chose qui est potentiellement angoissant, en fait, ils ne savent pas très bien comment réagir. Ce sont aussi des enfants qui, à force d'avoir eu des parents qui sont toujours centrés sur les besoins et qui veulent répondre immédiatement aux besoins, donc sans différer les choses, vont devenir en fait relativement narcissiques, très dépendants des autres dans le sens où on a besoin de l'autre pour nous trouver des solutions parce qu'on n'a pas été habitué à les chercher par soi-même. Et on a surtout pris l'habitude que les autres répondent immédiatement à nos besoins et donc on n'est plus capable d'attendre en fait et de différer l'expression ou la satisfaction d'un besoin. Ce sont des enfants qui n'aiment pas l'échec, qui n'aiment pas la frustration et qui deviennent finalement très exigeants à l'égard des autres et parfois d'eux-mêmes dans un perfectionnisme qui devient assez dysfonctionnel. Alors, il y a aussi des conséquences du côté des parents. Aujourd'hui, la parentalité, on voit qu'elle est devenue en fait quelque chose de stressant, avec des parents qui s'épuisent dans cette hyperparentalité, en n'étant jamais contents d'eux-mêmes, qui cherchent toujours à en faire plus, et qui ont une espèce de représentation de standard que on pourrait toujours leur reprocher à quelque chose en tant que parents, et que quoi qu'il arrive à leurs enfants, c'est parce qu'ils ont forcément fait quelque chose de travers en tant que parents. Alors, on voit aujourd'hui, par exemple, que le burn-out parental, il gagne 5 à 8% des parents dans les pays occidentaux. C'est 8 fois plus élevé que dans les années 60, comme on peut l'estimer. Et à l'échelle de la Belgique, ça représente 200 000 parents en souffrance. On a aussi l'émergence d'un phénomène qui est relativement tabou, qui sont les regrets liés à la parentalité, avec des parents qui disent ouvertement qu'à refaire, en fait, ils n'auraient pas d'enfants. Parce que c'est beaucoup trop stressant, c'est beaucoup trop exigeant et ils sont amenés donc à sacrifier beaucoup de choses dans leur vie. C'est un phénomène qu'il y a quelques années, on chiffrait aux États-Unis, en Allemagne à 7 à 8%, et l'étude la plus récente en Pologne chiffre ce nombre à 17% des parents qui vont exprimer un regret de la parentalité. Alors, Isabelle vient de vous présenter des parents qui étaient extrêmement centrés sur leurs enfants. Elle a souligné également quelques conséquences sur le développement de l'enfant et sur le burn-out aussi. Mais on voit un mouvement similaire au sein des écoles. Alors, les premières lois centrées sur l'enfant sont, à ma connaissance, ont été votées en France. Il y en a une qui est restée, c'est surtout la loi Jospin, qui était votée au Parlement donc en 89, la même année que la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors le ministre Jospin dira au Parlement, nous réalisons maintenant une révolution copernicienne de l'enseignement. Désormais, l'école est au service de l'élève. Alors effectivement, c'est une révolution tant au niveau pédagogique, ça veut dire que la France renonce à l'encyclopédisme. En d'autres termes, ils vont couper dans les référentiels, dans l'idée qu'il faut se rapprocher de l'enfant, de respecter son intérêt, son rythme et aussi la manière dont il apprend. Donc on va voir ici l'explosion des méthodes dites actives. C'est la fin, en gros, du maître qui parle et qui donne son cours de façon magistrale. Alors en Belgique, on va voir un mouvement assez similaire avec le décret mission. Donc on est en 96. Mais donc, qui suit grosso modo la France,
Mais il y a tout un ensemble d'autres lois qui sont passées plus récemment, où on va insister, enfin, des décrets, des circulaires, où on va insister sur l'importance, par exemple, de mettre des commentaires bienveillants dans le bulletin. On va insister sur l'importance du bien-être à l'école. Alors en Belgique, on va recourir de plus en plus à des contrôles externes. On va essayer de mesurer le niveau de bien-être des élèves dans les écoles. Et si les enfants s'avèrent être malheureux, alors on va retourner vers les PO pour leur demander de prendre des mesures pour améliorer le niveau de bien-être dans les écoles. On va aussi insister sur la notion de la sanction positive en Belgique dans des circulaires. Et donc voilà quelques éléments qui montrent qu'en Belgique aussi, on se centre toujours plus sur les besoins et intérêts des enfants. Alors, c'est également un mouvement international. S'il y a des évolutions nationales, c'est aussi en partie en conséquence du lobbying intense des organismes internationaux. Alors, vous connaissez probablement PISA, on en parle régulièrement dans la presse, mais PISA ne mesure pas seulement les performances des élèves, elle va également s'intéresser à toute une série d'autres facteurs, et notamment le climat scolaire, le niveau de bien-être des élèves dans les pays, et faire un retour au pays avec des recommandations précises. Alors, UNICEF, de son côté, qui a investi massivement dans l'éducation, notamment des pays développés. Si UNICEF va insister pour la protection, l'accès de tous à l'éducation, ils vont aussi proposer toute une série de mesures où il s'agira de laisser les élèves libres et autonomes. Il faudra prendre en considération leurs besoins, leur assurer la sécurité et la protection. Ils vont aussi, par ailleurs, établir, donc Isabelle a parlé d'une nouvelle norme du bon parent. Ici, clairement, ces deux organismes vont établir aussi la norme du bon professeur. Alors, ce bon professeur prend en considération les différences de ses élèves, il va essayer de les écouter et il va leur accorder plus d'autonomie et de liberté. Donc ici, on voit un premier mouvement important de la part des États et des organismes internationaux. Par ailleurs, les experts, comme Isabelle l'a évoqué pour les parents, vont jouer un rôle de plus en plus important. Et dans les librairies, vous allez retrouver toujours plus de livres sur la discipline positive, sur l'importance de stimuler l'envie d'apprendre, sur le fait qu'il faut adopter absolument des méthodes actives. Alors, il y a parfois des livres un peu plus farfelus avec des noms bizarres, comme la kinésiologie ou le plaisir d'apprendre. Mais même ici, dans des documents officiels, par exemple du CEGEC, ici, c'est les outils pédagogiques, on va insister sur le fait que si l'enfant perturbe en classe, c'est parce qu'il a été traumatisé dans le passé par des professeurs. Donc on pointe du doigt le professeur en disant que si l'enfant présente des comportements perturbateurs en classe, c'est en grande partie de sa faute. Alors, ces deux mouvements, d'une part au niveau législatif et d'autre part au niveau des experts, vont modifier considérablement le rôle du professeur. Alors, je me suis plié au même exercice que celui d'Isabelle. Dans les années 80, grosso modo, on disait qu'il s'agit de transmettre des connaissances. Et c'est d'ailleurs manifeste, si vous regardez la formation des professeurs au siècle précédent ou bien avant, les cours étaient centrés essentiellement sur les disciplines à enseigner. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez les nouvelles formations de professeurs, on va parler de harcèlement et d'autres, mais bref, le rôle du prof a évolué, il doit créer des activités d'apprentissage intéressantes, donner sens, motiver les élèves, lui donner le plaisir d'apprendre. Je discutais avec un professeur ici qui se sentait coupable après un cours lorsque les élèves ne manifestaient pas une grande motivation ou un plaisir d'apprendre. Il doit prendre en compte ses besoins, assurer leur bien-être, donner confiance, s'adapter à tous les apprenants, etc. Innover aussi, créer un climat de classe bienveillant. Donc, on peut supposer ici que le rôle du professeur a considérablement évolué. C'est quelque chose qui est observable aussi dans l'évolution du lexique lié à l'enseignement. Il y a toute une série de mots qui sont en train de disparaître ou qui ont déjà disparu. Pensez à maître, mais même transmission, instruction, élève. Donc, élève, il y a cette idée d'élévation. L'enfant est à un point de départ et on va l'amener ailleurs. Même la culture générale, ou leçon, il y a aussi une dimension moralisatrice dans le terme leçon. Aujourd'hui, on va parler de découverte, d'apprenant, d'enseignant, ou voire même d'accompagnateur. Dans beaucoup de textes officiels, on parle d'accompagnateur, donc pour bien mettre en évidence que le prof ne doit plus se montrer trop autoritaire ou se centrer trop sur les connaissances. Leçon aussi a disparu au profit de séquences d'apprentissage, et on parle plutôt de compétences aujourd'hui que de culture générale. Alors, on peut s'interroger ici, certes, il y a les experts, il y a l'État, tout le monde insiste pour que le prof évolue, se rapproche davantage de ses élèves,
Qu'en est-il dans la réalité? Alors ici, on dispose d'un peu moins de données que dans la parentalité. Il n'empêche, on sait aujourd'hui, par exemple, qu'il y a nettement moins de violence. Toute une série de pratiques, enfin, rappelez-vous qu'on mettait un bonnet d'âne ou qu'on frappait les élèves, sont clairement en voie de disparition. Dans une étude menée par l'UNESCO, il n'y avait que 0,5% des sujets qui estimaient avoir subi de la violence de la part de leurs professeurs. Par ailleurs, d'autres études menées par l'OCDE, donc l'OCDE qui établit une nouvelle norme des professeurs, montrent clairement que dans les pays occidentaux, on accorde beaucoup plus de place aux élèves dans les classes. Donc on va les écouter, on va les mettre en activité et le professeur se place toujours plus en retrait. Donc c'est 20% la place du professeur en Angleterre, par exemple, contre 40% dans les pays plus collectivistes comme au Japon. Alors, on peut s'intéresser aux conséquences de ces évolutions d'une école toujours plus centrée sur les besoins des élèves qui cherchent à s'adapter à leur nature en adaptant, en modifiant la pédagogie. Alors, premier élément, donc, je vais me centrer sur la France. J'ai évoqué la loi Jospin, mais on peut s'intéresser sur les effets du renoncement à l'encyclopédisme. Rappelez-vous, ils ont coupé dans les référentiels pour s'adapter aux intérêts, aux particularités des élèves. Alors, c'est un pays centralisé, ce qui présente certains avantages, notamment par le fait qu'ils font passer des enquêtes à des cohortes entières d'élèves. Et dans ces enquêtes, on retrouve exactement les mêmes items, ce qui permet de comparer le niveau des élèves en fonction des années de passation. Donc ici, vous avez par exemple une petite dictée de 56 mots. En 87, il faisait en moyenne 10 erreurs. Aujourd'hui, on est à 17, 18 erreurs. Donc, vous voyez, ça a considérablement augmenté. Autre indice de la baisse de niveau en France, c'est les études Pearls qui mesurent la compréhension à la lecture. Donc, on les confronte à des textes narratifs et à des textes informatifs. Et ici, vous voyez que la France est tout en bas du classement des pays européens. Donc, on est à 511 et vous observez ici aussi que la Belgique, on est très, très mauvais. Il y a juste les Maltais qui sont en dessous de nous. Donc, ça, c'est à 10 ans. Et alors ici, bon, les interprétations les plus convaincantes disent clairement que c'est lié à la réforme des référentiels. Donc, comme on a coupé toujours plus, et ça confirme toute une série d'études en psychologie cognitive qui montrent l'importance des connaissances. Sans connaissances, c'est impossible de développer des compétences, ici de compréhension à la lecture, mais on peut penser à d'autres compétences plutôt critiques. Vous ne pouvez pas être critique sur les questions climatiques si vous ne connaissez rien à ces questions, si vous n'avez aucune culture aucune connaissance de ces questions. Je rappelle qu'en Belgique, les élèves sont particulièrement mauvais sur les questions climatiques, comme l'a montré une étude réalisée par l'APED. Donc c'est assez interpellant ici. On voit une baisse de niveau claire en France et en Belgique. On ne peut pas comparer, mais on peut supposer que c'est le cas aussi. Donc ça concernait la diminution de la part des connaissances dans les référentiels. On a vu aussi qu'il y avait une volonté de se rapprocher des intérêts et des besoins. Alors, il y a toute une série d'études dans le champ de la motivation qui montrent que dans le court terme, c'est clairement positif. Cependant, il y a des pédagogues aux États-Unis qui se posent toujours plus la question de savoir si on ne rend pas les élèves plus individualistes. Autrement dit, si on les écoute tout le temps, on est attentif toujours plus à leurs besoins, si ces élèves ne risquent pas de se percevoir comme le centre du monde et s'ils ne risquent pas d'avoir du mal à se mettre en relation avec les autres, mais aussi avec le monde. Alors là, on a des premières études qui montrent des corrélations très très fortes entre l'apprentissage centré sur l'enfant et des scores d'individualisme, études qui mériteraient bien sûr d'être confirmées dans un second temps. Deuxième aspect, la pédagogie, on essaye, donc c'est la fin du magistère, on essaye de les mettre en activité, que les élèves découvrent par eux-mêmes. Et ici, on a une masse de données qui vont toutes dans la même direction. On sait très bien qu'on a besoin des professeurs, on a besoin qu'ils expliquent, qu'ils fassent des feedbacks précis sur la progression, qu'ils guident les activités des élèves. Donc les laisser à eux-mêmes, c'est clairement pas une bonne solution, d'autant plus que ça creuse les écarts de niveau entre les élèves favorisés et défavorisés. Alors j'ai parlé de la France. La France, rappelez-vous, c'est un des pays qui dans les années 90 avait un des meilleurs systèmes au monde et qui réduisait par ailleurs le plus les inégalités entre les élèves originaires de milieux favorisés et défavorisés. Aujourd'hui, les inégalités ont explosé en France, tout comme en Belgique, ailleurs. Et par ailleurs, il y a de nombreuses études qui montrent aussi qu'un cadre permissif ou négligent risque d'entraîner chez les jeunes du moins une occurrence plus élevée de dépression, de violence envers le professeur, de harcèlement envers d'autres élèves, mais aussi de substances.
drogue, alcool et autres. Donc voici quelques éléments. On peut enfin se poser la question de l'influence d'une école toujours plus centrée sur les élèves, sur les professeurs. Alors j'ai montré que le rôle du professeur avait considérablement évolué. Donc ici, on n'a pas d'études directes, mais on sait par ailleurs, enfin, dans la presse, on évoque souvent cette question, on parle du burn-out des enseignants, un appel au secours lancé aux politiques, un prof de perdu, zéro de retrouvé. On parle aussi de pénurie, école cherche prof désespérément. Qu'est-ce qu'on sait si on regarde la littérature? C'est que c'est un des métiers qui est le plus confronté au burn-out. Certaines méta-analyses ont essayé de quantifier ce phénomène, et c'est entre 25% et 40% pour les élèves de secondaire inférieur. Par ailleurs, lorsqu'on diminue les exigences, on retrouve plus de comportements perturbateurs. Et on sait aussi à travers certaines études qualitatives que les professeurs se sentent parfois mal à l'aise par rapport à toutes ces réformes qui vont en direction de l'enfant. Ils ont l'impression de perdre le cœur même de leur métier, que leur métier perd un peu du sens. Donc voici pour quelques éléments qui mériteraient bien sûr d'être confirmés dans de futures études. Et donc on en vient maintenant au moment de débattre. Voilà, alors on s'est posé beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on allait organiser la discussion. Est-ce que c'était nous qui devions faire la discussion? Et on s'est dit, bon, clairement, ce qu'on vient de vous exposer vous amènera sans doute à vous dire, oui, mais alors c'est quoi le truc? Est-ce qu'il faut revenir en fait au bon vieux temps? Est-ce que notre discours, il ne souligne pas, en fait, c'était mieux avant, un peu comme dans une attitude réac? Et bien sûr que ce n'est pas du tout notre position. Bien sûr que toute cette évolution en faveur du respect du droit de l'enfant, de son droit à être éduqué et à recevoir une instruction qui soit dans le meilleur respect de son être, une éducation qui est non violente, bien sûr qu'on doit conserver tous ces progrès qui ont été faits et que la Déclaration des droits de l'enfant, c'est un joyau, c'est quelque chose dont on doit prendre soin et qu'on doit veiller à ce qu'elle soit appliquée dans tous les pays du monde qui l'ont ratifié, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, puisque les droits de l'enfant au niveau international, c'est ce qui est le moins respecté, la charte qui est la moins respectée. Donc bien sûr, il y a encore du travail à faire et on ne doit certainement pas perdre tout le bon de ce qu'on a acquis. Mais néanmoins, une série de points qu'on a soulignés nous amène aussi à penser qu'il y a peut-être une sorte de mouvement de balancier qui, sous certains aspects, pour l'instant, est en train d'aller un peu trop loin, avec des dérives qui posent question. Et donc, on voulait en fait vous adresser une série de questions qui pourraient lancer la discussion entre nous. La première question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour garder un socle commun? Et ce socle commun sur lequel personne ne discute, c'est l'importance du respect du droit à la parole de l'enfant et la prise en compte de ses besoins, y compris émotionnels, avec un principe d'éducation qui est non violent. Donc, bien sûr que personne n'a envie de revenir au martinet, ni au fait d'enfermer les enfants à la cave quand ils sont pas sages. Mais comment garder ce socle commun dans lequel tout le monde croit sans avoir les dérives telles qu'on les a pointées aujourd'hui? Une seconde question serait en fait cette centration exclusive sur les besoins de l'enfant. Alors elle est exclusive parce qu'en fait, elle est à ce point importante dans certaines situations qu'on va jusqu'à aller ignorer les besoins de l'adulte avec lequel l'enfant interagit, que ce soit les besoins du parent ou le besoin de l'enseignant qui est à côté. Et donc cette centration exclusive sur les besoins de l'enfant, est-ce qu'elle ne finit pas par se retourner contre l'enfant, contre ceux dont elle est censée prendre soin? Donc, est-ce qu'a poussé ce phénomène trop loin? On n'est pas en train d'avoir en fait des conséquences sur l'enfant qui sont dommageables, alors que c'était au fond de l'enfant dont on voulait préserver le meilleur intérêt. Troisième question, c'est est-ce que finalement, à vouloir trop les protéger, à être dans cet hyper-investissement à l'égard de l'enfant, en fait, on ne les empêche pas de grandir et on ne leur met pas plus de bâtons dans les roues? Et finalement, est-ce qu'à trop les considérer, est-ce qu'on ne les rend pas individualistes et est-ce que finalement, ça ne va pas empêcher le monde de tourner, cette montée de l'individualisme, cette incapacité des enfants aujourd'hui à tenir compte des besoins de l'autre et à avoir ce désir d'avoir leurs besoins qui sont assouvis, parfois dans l'immédiateté? Et donc voilà, on voulait vous amener en fait à réfléchir sur ce mouvement de balancier, à prendre ces dérives en considération, à voir d'où on vient, d'où on est parti, tous les progrès qui ont été effectués et de réfléchir ensemble sur peut-être comment vous les concevez, ces dérives. Est-ce que vous les vivez au quotidien? Dans quelle mesure est-ce que vous les voyez là où vous travaillez? Et comment est-ce qu'on pourrait lancer des pistes? Évidemment, on n'a pas de réponse à ces questions, mais en tout cas, c'était
notre souhait de les soulever et de les amener aujourd'hui au centre de la discussion qu'on va peut-être pouvoir avoir maintenant. On va peut-être ouvrir les visages. On va arrêter de partager. Je pense que j'ai arrêté le partage. On a arrêté de parler. Ah oui, c'est nous qui allons vous donner la parole, c'est ça? Ouais. Donc, s'il y a parmi vous des personnes qui veulent prendre la parole, normalement, vous avez la possibilité de lever la main virtuellement via les options de Teams. Vous pouvez aussi écrire dans le chat si vous avez des questions. Comme on est beaucoup, c'est difficile d'ouvrir les micros de tout le monde. Donc, on a dû les couper parce que sinon, on ne s'entend pas. Et du coup, il faut vous manifester si vous voulez prendre la parole, soit en levant la main, soit en écrivant dans le chat. Tu peux lire non. Ne craignez pas. Ah non, on les voit ici. Hein. Ah, comment se fait-il qu'il y ait Ne créons-nous pas une société uniquement de droits et non plus de devoirs, alors que ce devrait être un équilibre. C'est vrai que quand on voit la première déclaration des droits de l'homme, c'était la déclaration des droits de l'homme et des devoirs. Donc, je parle de celle de 1791, me semble-t-il. Et peut-être que c'est clairement une dimension sur laquelle on n'insiste plus suffisamment. Dire, je pense que c'est sans doute aujourd'hui, l'enfant est d'abord un être de droit et pas un être de devoir, ça c'est sûr. Et donc, ce qu'on va mettre beaucoup en avant, en tout cas dans le milieu familial que je connais bien, c'est tous les droits que l'enfant a à la parole, au droit d'exprimer ses émotions et au droit qu'il a de choisir ce qu'il mange, à quelle heure il va dormir, est-ce qu'il est d'accord avec telle proposition que font les parents. On demande aux parents, par exemple, de toujours donner le choix à l'enfant entre plusieurs possibilités pour ne jamais le contraindre à quelque chose qu'imposerait l'adulte de façon complètement arbitraire. Et donc oui, bien sûr, en fait, on les élève dans l'idée que ce sont des êtres de droit et pas des êtres de devoir. Et donc, ce qu'on peut constater, nous, à l'université, par exemple, j'étais présidente de jury pendant plus de 10 ans. Au début, je traitais 1-2 recours à chaque session. Aujourd'hui, ça explose. On en a 400 à traiter à chaque session parce que la question, c'est plus de savoir est-ce que j'ai acquis des compétences dans un cours, mais est-ce que j'ai pas le droit qu'on me crédite le cours sous prétexte qu'il y a une malversation dans une fiche descriptive de cours, par exemple. Et donc, oui, clairement, je pense que les jeunes aujourd'hui sont dans cette idée qu'ils sont des êtres de droit et qu'ils font valoir en fait leurs droits, où qu'ils soient, auprès de leurs parents, mais aussi dans leur trajectoire de formation à l'école et même à des niveaux plus avancés. Et pour en avoir discuté l'une ou l'autre fois avec des gens qui font du recrutement, des ressources humaines, ça percole aussi aujourd'hui dans la génération qui arrive sur le marché du travail, où ils ont le droit de réclamer toute une série de choses et quand ça ne leur convient pas, en fait, ils changent de job. Mais voilà, on n'aime plus la contrainte, on n'aime plus d'être mis face à l'effort, voilà. D'ailleurs, mettre l'enfant devant un effort, c'est quelque chose qu'on dit qu'il ne faut pas faire. Enfin, aujourd'hui, c'est une recommandation. Donc, exiger de l'enfant qu'il fasse des efforts, ce n'est plus quelque chose qui est bien vu. Et donc, clairement, oui, l'enfant, c'est un être de droit et pas un être de devoir, ça c'est sûr. Par contre, l'adulte autour, il a plein de devoirs à l'égard de l'enfant. Voilà, que ce soit le parent ou l'enseignant. C'est vrai que la notion d'effort à l'école aussi est remise en question. J'ai l'impression que les derniers domaines où on exige beaucoup d'efforts, de devoirs, etc., c'est le sport. Où on crie encore sur les enfants. Mais bon, c'est vrai que j'avais observé une fois un entraînement près de chez moi, je me dis, ouais, ils y vont. Et voilà, on va peut-être laisser la place à d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez poser dans le chat ou oralement? Ou l'envie de réagir, hein? Oui, voilà, Pierre. Il faut On peut ouvrir son micro? Oui. On fait comment ici? Prendre la souris. Autoriser le micro. Ouais. Voilà, j'autorise votre micro. Ouais. Ah, attends. Parfait, c'est bon. Ouais.
Bonjour à toutes et à tous. Merci en tout cas pour cette présentation. Non, moi je voulais juste réagir. Oui, enfin voilà, hein, moi je suis directeur du PSE Libre du Brabant-Wallon, donc on s'occupe de la médecine scolaire. On s'occupe évidemment donc le centre de notre business entre guillemets, c'est le bien-être de l'élève. Et oui, il y a de quoi devenir schizophrène aussi, hein, donc c'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, toute la journée, par exemple, qu'on a passé hier, on a parlé de notre travail de première ligne par rapport à la maltraitance et par rapport au fait que, bon ben voilà, une gifle, un comportement au niveau des parents par rapport à l'enfant où on vient pour recadrer, pour réaliser un constat de lésion par rapport à des maltraitances encourues auprès des enfants. Et en même temps, on se rend bien compte aussi que nos interventions aussi sont de plus en plus compliquées aussi. Donc, c'est-à-dire que, aussi bien au niveau des parents, hein, ça reste quelque chose, mais je vois aussi que le retour de mes équipes qui vont en animation dans les écoles, donc c'est-à-dire réaliser des projets de promotion de la santé au sein des écoles, même si on vient avec cette culture de le besoin de l'enfant est prioritaire, il faut pouvoir en discuter, il faut mettre l'écoute comme quelque chose de très important. Je sens en tout cas de plus en plus mes animateurs et mes animatrices revenir avec des choses qui les interpellent très très fort, quoi. Donc, par exemple, dernièrement, hein, c'était hier, il y a une de mes animatrices qui m'a interpellé. Écoute, oui, on était en quatrième primaire en train d'animer autour du respect de l'autre, autour de l'estime de soi. Et les jeunes ont tellement l'habitude de pouvoir s'exprimer aussi et de pouvoir... Enfin, on est vraiment dans cette culture, hein, donc l'émotion doit pouvoir être affichée, de mes besoins et ainsi de suite. Et il y a un jeune qui s'est levé, qui s'est mis à danser et qui a commencé à faire des doigts d'honneur en disant moi, ce que vous me dites, ça m'intéresse pas du tout, je ne resterai pas dans la classe, moi. Et donc, du coup, on se retrouve vraiment en même temps dans la réflexion de se dire, bah oui, attends, notre message, il est quand même de tenir compte de chacun des élèves et de ses besoins, de où il en est, et en même temps de pouvoir recadrer ce genre de choses aussi lors de ce type d'activité-là, quoi. Donc voilà, mais je rejoins aussi un autre point. Donc ça, c'était un premier point. Je trouve que d'un coup, on est un peu donc schizophrène des deux côtés. Et en même temps, bah, les recours, moi j'entends bien toutes mes directions d'école aussi et le temps que ça prend aussi au niveau des recours en secondaire, c'est quelque chose d'assez énorme, quoi. Et alors un dernier point aussi que je voulais aussi remettre en exergue, mais de nouveau, hein, moi je ne suis pas directeur d'école, je ne suis pas enseignant. Mais quand je vois le temps qui est consacré par rapport à toutes les directions d'école, par rapport à tous les enseignants, concernant le plan de pilotage qui est implanté dans toutes les écoles, c'est quelque chose qui des fois est très très lourd et qui peut vraiment oui, conduire certains enseignants ou en tout cas certaines directions aussi à se dire, enfin on parlait des regrets des parents, je pense qu'il y a certaines directions qui ont des regrets d'être passés de l'autre côté et d'être passés directeur aussi. Donc c'est-à-dire qu'à un moment ou un autre par rapport à toute cette pression qui est mise, et je pense sincèrement aujourd'hui aussi que certains parents ont tellement la pression aussi sur leurs épaules qu'ils la mettent sur la tête des enseignants et sur la tête des directions d'école aussi aujourd'hui. Donc, voilà. Je voudrais rebondir à une des dernières choses que vous avez dites. En fait, dans la présentation, on a fait le parallèle entre ce qui se passe à la famille et dans l'école, en donnant peut-être cette impression qu'en fait, on est tous les deux un peu victimes, parents et enseignants, de cette évolution-là et qu'on est tous les deux en souffrance. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est pas un mouvement de solidarité entre la famille et l'école. Au contraire, en tant que parent, par exemple, comme j'ai l'impression que jamais on en fait assez pour mon enfant et que du coup, je suis très centrée sur ses besoins à lui, je le vois comme un individu qui devrait aussi, par l'enseignant, être systématiquement pris en compte en tant qu'individu et pour lequel l'enseignant doit se donner corps et âme, en fait, aussi pour le développement. Et donc, il y a un regard très critique, en général, des familles sur la manière dont l'école réagit et si l'enseignant s'emporte sur l'enfant. Voilà, je ne sais pas dans l'exemple que vous avez donné, si l'enseignant ou vous aviez réagi de façon très sévère avec cet enfant qui se met à danser, etc., les parents n'auraient sans doute pas du tout apprécié que l'enfant soit traité de cette manière-là. Et il y a de fortes chances qu'il serait venu rouspéter à l'école. Et à l'inverse, les enseignants sont assez critiques
de la façon dont les parents réagissent parce que ils voient en fait la pression qui est mise sur eux, de que chaque parent voudrait que sa propre progéniture soit absolument mise, enfin que les besoins de la progéniture de chacun soient chaque fois privilégiés. Et l'enseignant se dit, mais comment moi je fais parce que j'en ai 20 avec 20 fois l'exigence que les besoins de chacun soient mis en exergue. Et donc en fait, ça crée pas du tout une collaboration entre la famille et l'école, alors que chacun se trouve étouffé par le système, mais ça ne génère pas une solidarité entre les deux milieux de développement de l'enfant, mais plutôt quelque chose qui attise une certaine forme de méfiance, d'animosité et de critique. Je voulais juste rebondir un peu, après je laisse la place à d'autres questions, mais par rapport à, vous dites, vous donnez cet exemple d'un enfant de 4e primaire, mais je veux dire, mon fils est en 2e primaire maintenant, mais dès le début, on essaie de prendre en considération leur voix, on les écoute, on leur dit, votre voix est très importante, vous pouvez participer à l'élaboration des règles, vous allez avoir quelqu'un qui va être élu, qui va aller, enfin, on est déjà dans cette logique-là, il faut leur donner plus de liberté, plus d'autonomie, mais en fait, on confond la fin et les moyens. Ce n'est pas en les rendant autonomes à 6 ans qu'ils vont devenir autonomes plus tard, si vous voulez. L'autonomie, c'est la fin d'un long processus. Et on perd souvent ça de vue. Mais alors, c'est aussi la même chose dans les familles. Nombre de fois où moi, je mange chez des amis, l'enfant apparaît dans le paysage, tout le monde s'arrête de discuter pour écouter l'enfant. Donc, c'est plus possible, dans certains cas, d'avoir une discussion entre adultes parce que dès que l'enfant vient, dit quelque chose, on doit l'écouter. Vous voyez, et ça arrive, un des résultats probables, disons, c'est cet enfant de 4 ans qui estime que sa voix est sacrée et qu'il a tout à fait le droit de danser, de s'exprimer et de faire part au monde ô combien il est drôle, fantastique, que sais-je. Voilà. Il y a, donc, on a une question, Monsieur Pierret. une demande de prise de parole de Monsieur Pierret, mais avant ça, il y a une demande peut-être de référence littéraire sur la première question du socle commun. Donc, est-ce que vous avez des références en termes de littérature à pouvoir communiquer à nos... Vous avez mis notre dans le article, chat ici. article scientifique ou article plutôt... Parce que dans l'article qui est disponible... Dans les crèches. Dans les crèches. Dans les crèches. Le soutien à la parentalité dans les crèches et les accueillantes. Accueillantes, C'est ça, je vois passer. Je peux réfléchir. Oui, mais... Oui. Ici, je mets ça là. Et là, maintenant, je peux. Après, a priori, ça devrait aller. Ah, voilà, c'est ça. Oui, on va réfléchir éventuellement, vous pouvez revenir vers nous. Mais dans notre article, il y a déjà toute une série de références en anglais, malheureusement, mais c'est vrai que par rapport aux crèches en particulier, on n'a pas vraiment d'idée. Vous nous communiquerez et puis on pourra faire... Oui, ou en tout cas pour cette question particulière, juste peut-être m'envoyer un mail et pour que je puisse en fait cerner le besoin et peut-être vous renvoyer vers un ouvrage qui soit approprié, parce qu'avec ce qu'il y a dans le message, en fait, j'ai un petit peu de mal à pointer tout de suite quelque chose, quoi. Voilà, Monsieur Pierret. C'est bon, normalement, est-ce qu'on l'entend? Mais non. Peut-être que vous devez activer de votre De côté. votre côté, micro, il est ouvert chez vous? Monsieur Pierret, de votre côté, micro. Ah non, ça fonctionne. Et on a autorisé. De notre côté, on l'a activé. Nous, on l'a autorisé. Donc, je me demande si c'est pas chez vous que c'est coupé. Bon, en attendant, il y a une autre prise de parole, là, une autre demande de parole. Oui. Ah, voilà. Attends. Donc, je vais Bonjour, désactiver. Ah mince alors. On avait activé un micro? Il y a... Bonjour. Voilà, parfait. Allez. Bonjour, moi j'avais envie de réagir aussi justement au niveau des crèches parce que je suis directrice d'une crèche ici dans la région liégeoise. On a une assez grosse structure où on a en fait 84-85 familles accueillies. Comme vous le disiez, c'est vrai qu'on a remarqué, on entendait beaucoup jusque-là que les enfants étaient plus difficiles à encadrer. C'était d'abord au niveau secondaire. Ensuite, on a entendu qu'au niveau primaire, que ça devenait aussi compliqué. On entendait les professeurs qui se plaignaient beaucoup, dans les parents ici. Et puis, ça a été en maternelle. Et nous, finalement, là maintenant, ce qui nous occupe vraiment, c'est justement les limites et le cadre
au niveau même des enfants à la crèche. Et là, vraiment, on commence vraiment à se poser des questions. On a dû faire des réunions de parents, de groupes d'enfants, parce que là, je parle d'enfants de 18 mois, 2 ans et d'enfants qui sont proches d'aller à l'école, où la collectivité, finalement, commence à poser question et leur vie en collectivité devient même difficile, où on voit de la violence à tout bout de champ toute la journée. Ça devient vraiment difficile pour les puéricultrices aussi de les accueillir, et avec des parents qui sont complètement perdus, qui ne savent pas comment réagir, et on sent un décalage entre les limites qui sont mises à la maison et la collectivité avec les limites aussi qu'on doit mettre ici à la crèche. Et vraiment, ça nous occupe vraiment beaucoup à la crèche aussi. Donc, je pense que maintenant, ça devient vraiment transversal et on voit que cette parentalité, elle touche tous les milieux d'accueil au sens large. Donc voilà, j'avais envie de réagir. Et c'est vraiment très intéressant ce que vous venez d'apporter aujourd'hui. Donc merci. Alors, je dirais que votre intervention est d'autant plus intéressante que il y a une croyance très forte qui est ce qu'on appelle le déterminisme de la petite enfance. Et donc, aujourd'hui, une croyance très forte qui est basée en partie sur la littérature scientifique, mais qui est mal basée, parce que c'est pas une croyance qui est tout à fait juste, mais qui est de dire qu'en fait, les premières années de vie, en particulier les 2 premières années, sont hyper déterminantes pour tout ce qui va se passer dans la suite du cycle de vie. Et donc, en gros, par exemple, en France, ils ont un programme qui s'appelle le programme des 1000 jours, qui vise à accompagner les 1000 premiers jours de vie, depuis le moment de la grossesse et jusqu'aux premiers 1000 jours de vie. Et on communique autour de cette campagne en disant tout se passe à ce moment-là. Et donc, c'est une période de la vie où il faudrait en fait commettre aucune erreur, parce que toute erreur éducative, affective, émotionnelle qu'on commettrait à l'égard de l'enfant aurait des conséquences sur l'entièreté du cycle de vie. Et dans les dérives qui sont là, en présence, cette idée qu'en fait, si pendant cette période-là, vous contraignez trop l'enfant, que par exemple, vous l'exposez à vos émotions négatives. Donc, imaginez, vous avez un enfant qui fait une colère énorme et vous sortez de vos gonds et vous vous mettez à crier sur lui parce que vous n'en pouvez plus, parce que c'est la 15e colère de la journée. Eh bien, en fait, il y a cette idée que vos émotions négatives sont hyper nocives, qu'elles vont générer du stress et que ce stress, en fait, va empêcher le cerveau de l'enfant de se développer. Et donc, ce discours que le jeune enfant, il se développe à travers l'empathie inconditionnelle de l'adulte. Donc, si l'enfant vous pose des soucis, c'est à vous de trouver une solution, d'aller respirer, de passer la main, etc. Mais vous devez être maître de vos émotions et de votre comportement pour toujours rester dans une attitude empathique et bienveillante à l'égard de l'enfant, parce que sinon, vous allez le traumatiser, parce que ça, c'est le vrai discours. Vous traumatisez l'enfant, comme dans les vrais traumas, et après, ça va avoir des répercussions pour l'entièreté du cycle de vie. Et puis, on récupère les parents, parfois des années plus tard, qui viennent en disant « Mon enfant ne sait pas se faire des copains à l'âge de 15 ans, mais vous savez, quand il était petit, je me suis emportée 3 fois sur lui, ça doit être de ma faute. » Et je fais à peine des raccourcis, mais c'est ce qu'on entend dans les consultations, tellement il y a cette idée qu'en fait, on va se culpabiliser en fait, de toute forme de sévérité ou je ne sais pas, de tentative de cadrer, en fait, qui pourrait se révéler violente ou traumatisante pour l'enfant. Et donc, on en arrive en fait à ne plus oser rien faire qui pourrait choquer l'enfant et donc à rester toujours dans cette attitude bienveillante. Et donc, dans les familles, il y a cette centration énorme sur les besoins de l'enfant, mais aussi une perte du cadre et des limites, parce que quel parent a envie de traumatiser son enfant? En fait, personne. Et donc, on s'interdit. Les parents sont dans une impuissance apprise de ne plus savoir comment faire pour cadrer l'enfant. Et donc, j'ai vu passer dans le chat, d'ailleurs, une question, c'est comment on peut être dans la bienveillance et dans les limites et la fermeté. En fait, on peut l'être de plein de manières, sauf que le message qui passe, c'est attention, parce que toute forme de limite, de contrainte qui va être donnée à l'enfant est potentiellement traumatisante. Et donc, les parents, aujourd'hui, ont peur de mettre une limite, ont peur de réagir, ont peur de dire à un enfant, maintenant, stop, tu arrêtes, ou à cet enfant qui déboule quand on est entre adultes, tu attends parce que les adultes parlent. C'est quelque chose qui est vu par certains dans les dérives comme quelque chose qui est potentiellement traumatisant parce qu'on n'entend pas le besoin, on ne reconnaît pas le droit à la parole de l'enfant, on n'accueille pas ses émotions et on vous servira le discours que l'enfant n'est pas préparé à attendre
et que il a le droit d'être entendu dans son impulsivité qui est caractéristique de l'enfant et donc vous devez le prendre là comme il est, en fait, sans le frustrer, sans le cadrer et ça viendra tout seul grâce à l'empathie que vous allez lui donner. Voilà, donc c'est un discours qui est un peu extrémiste, mais qui est le discours actuel. Donc les parents vont se culpabiliser de mettre des limites. Et je dirais même, parce qu'on était à une tendance première, et un des animateurs disait mais est-ce que je dois m'excuser parce qu'ils s'étaient fâchés. Donc on a non seulement ils culpabilisent, mais ils estiment aussi qu'ils doivent s'excuser devant leurs enfants. Donc dès qu'ils se mettent un peu en colère, etc., j'imagine que c'est pas un cas isolé et que de plus en plus de parents estiment, se sentent coupables et disent ah excuse-moi, je me suis mis en colère, j'ai pas su. Enfin ici c'est le monde à l'envers un peu. Oui. C'est s'excuser, mais c'est aussi toute limite qui va être donnée à l'enfant doit pouvoir être justifiée. Donc aucune limite ne doit paraître arbitraire. Voilà, et donc si vous mettez une limite, vous devez pouvoir expliquer à l'enfant et vous devez pouvoir justifier. Si elle vous paraît arbitraire et que vous ne la justifiez pas, en fait, c'est de la violence faite aux enfants. Voilà, donc en fait, les limites, ça devient compliqué et voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Quelqu'un peut-être qui veut de... interagir? Oui, il y avait une demande de prise de parole de Madame Gossens. Je ne sais pas si... Madame Gossens, elle est où ça? Elle a disparu. Ah, elle est plus là? La demande de Elle est prise de peut-être parole. partie. Oui, oui, dans les participants. Et là, vous devez voir la main qui est levée. Ah voilà. Non, ça Non, c'était. c'est C'était dame qui a Madame levé des son Canailles, c'est plus ça. Elle a dû partir. Il y avait une autre intervention dans le chat sur... Oui, il n'y a plus qu'une main levée. Okay. Voilà. N'hésitez pas, hein, si vous voulez nous poser une question ou commenter, ou Dans le chat, il y a nous des dire questions. qu'on se trompe complètement. Dans le chat, il n'y a pas de questions, Non, Elisabeth? non. Ah voilà, il y a une main, c'est celle. Alors, oui, moi, je voudrais réagir à Madame Siméon, qui a écrit un truc très intéressant dans le chat, qui dit en fait que les règles sont là pour permettre à l'enfant de grandir en sécurité. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ça et de dire que l'enfant, en fait, il a besoin de limites. Et que pour moi, la vraie violence faite aux enfants, c'est priver les enfants qui ont besoin de cadre d'en recevoir un. Ça, c'est de la vraie violence faite aux enfants parce que, en effet, les enfants, c'est une croyance magique de se dire que grâce à l'empathie, ils vont apprendre à se réguler tout seuls. Les enfants, en fait, ils ont besoin d'un cadre et le cadre, il a une fonction de sécurité. En fait, l'enfant, il a besoin de savoir, en fait, d'avoir un contenant, comme on dit. Et ce contenant, c'est ce qui lui permet de grandir en sécurité. De savoir qu'il y a en fait des adultes autour de lui qui sont plus experts simplement parce qu'ils ont un degré de maturité qui est plus important et que ces adultes, en fait, ils mettent des mains qui vont le sécuriser l'espace, mais aussi l'espace émotionnel, hein, ce n'est pas l'espace seulement physique, dans lequel l'enfant, en fonction de son âge et de sa maturité, peut explorer, peut se déployer. Et l'adulte, il est là en fait pour donner ce cadre. Et bien sûr que le cadre, il a une fonction de sécurisation. Et que donc, c'est pas rendre service à l'enfant. Et c'est une des raisons pour lesquelles on soulignait que ce système finit par se retourner contre celui qu'il est censé protéger, c'est-à-dire l'enfant, parce que en le privant de ce cadre, on le prive de sécurité. Et que ça, franchement, c'est pas bon pour le développement des enfants. C'est la même chose à l'école, hein. Les enfants, toutes les études montrent qu'ils ont besoin d'un cadre ferme, si vous voulez, avec un niveau d'autorité, un degré d'autorité assez élevé tout de même. Et c'est seulement à l'intérieur de ces contextes qu'ils vont se sentir paradoxalement en sécurité et plus autonomes. Donc c'est parce qu'il y a un prof qui affirme sa présence et son autorité qu'ils vont pouvoir, en toute sécurité, choisir des activités et travailler sereinement dessus. Donc ici, c'est vraiment... on a raison de travailler sur les deux piliers en même Il y a temps. Madame Gossens qui A priori, j'ai activé le micro, donc je crois qu'elle peut parler. Non? Voilà. Voilà. Autorisé. Maintenant? Essayez de l'activer chez vous. Oui, voilà, je pense. Voilà. Voilà, bonjour, vous m'entendez? Voilà. Voilà, tout d'abord, bonjour à tout le monde et merci pour ce débat. Alors, moi, je suis directrice d'un accueil temps libre dans l'entité de Soigny. Et en fait, je suis bien contente qu'il y ait ce débat parce que ce que vous dites, en fait, on le constate tous les jours. C'est-à-dire que les dérives sur les enfants, on se retrouve avec des enfants, en fait, qui sont de plus en plus centrés sur eux-mêmes, qui n'éprouvent plus d'empathie et avec des parents qui sont de plus en plus démissionnaires aussi. Et donc, je pense que derrière le fait qu'on ait mis l'enfant au centre de tout, on a oublié qu'effectivement, il y avait les parents avant tout derrière. Et je pense que eux, d'une manière ou d'une autre, se sont sentis
peut être exclu de la parentalité, pardon, ce qui est peut-être paradoxal, mais nous, on constate tous les jours, en fait, que les parents attendent de plus en plus de nous et des profs, à la limite, qu'on éduque leur enfant à leur place, en fait. Qu'on pose les limites qu'eux ne sont plus capables de poser avec leur enfant. Et d'autre part, on constate aussi des conséquences, effectivement, au niveau apprentissage. Les enfants de ces dernières années, ici qui rentrent en première primaire, par exemple, ont des lacunes déjà énormes, en fait. Et donc, on a beau interpeller les parents, on n'a pas forcément l'impression qu'il y a des réactions. Alors certains, oui, bien sûr, il ne faut pas généraliser, mais la majorité n'ont pas l'air, voilà, il faut voir ça avec les professeurs, quoi. Donc, on rejette toujours la faute sur l'autre. Et on oublie son rôle de parent. C'est comme eux les premiers éducateurs de leur enfant. Et quelque part, on a un peu cette impression qu'ils rejettent cette responsabilité-là sur nous, sur les autres. Tout comme les profs rejettent la responsabilité sur les parents. Oui, mais l'éducation première vient de la maison. On est d'accord, on est d'accord. On est d'accord. Et donc ici, même chez des petits, on nous demande en fait de leur apprendre à être propre, par exemple, parce qu'on n'arrive pas à le faire à la maison. Mais c'est à la maison quand même que ce genre de choses doit se faire en premier. On est tout à fait Voilà, d'accord. c'est un accompagnement et donc, voilà, ça complique les choses. Et forcément, l'enfant qui se retrouve au centre de ça est perdu aussi. Donc, voilà. Et merci pour ces témoignages qui nourrissent notre réflexion aussi par des pratiques. On se rend compte qu'on a touché vraiment un point central dans différents contextes liés à l'éducation. Tu dis quand on doit arrêter. Non. Il y a également, pour être dans le même sens, l'intervention de Sylviane, qui est responsable d'un ATL et qui dit aussi nous sommes face à un enfant qui traite le personnel avec des mots terribles que je ne veux pas écrire. Lorsqu'on en parle aux parents, ils répondent oui, et on sait dans ce cas-là, ignorez-le. Nous ne sommes pas d'accord. Il est mis dans notre REI qu'il faut respecter le personnel et les autres. Comment guider la famille et soutenir l'équipe éducative? Le renvoi de l'enfant n'est pas la solution, mais nous sommes face à un discours de sourds. Donc, encore une fois, un témoignage. Oui. Alors, je pense que les enfants d'aujourd'hui ne savent plus qu'il y a... Enfin, de nouveau, je généralise un peu, mais quand on est dans cette dérive, les enfants ne savent plus qu'il y a en réalité des limites qui doivent être infranchissables. Par exemple, dans une société qui doit fonctionner, non pas que sur les individus, mais aussi sur un vécu collectif, le respect de l'autre. Donc, mes besoins s'arrêtent là où commencent ceux des autres. Le respect de l'autre, ça doit être une valeur que l'on fait respecter, quoi qu'il arrive, que ce soit en famille ou à l'école. Et donc, insulter quelqu'un, frapper quelqu'un, faire du mal, c'est une limite qui doit rester infranchissable. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'être confronté à des adultes qui ont les 2 pieds campés sur cette limite et qui ont une attitude qui montre à l'enfant de façon ferme, parce que c'est ça la fermeté. Tu sais, ça, c'est une limite infranchissable et tu peux essayer de passer par la gauche, par la droite, par au-dessus ou par en dessous. Tu ne franchiras pas cette limite. Et chaque fois que tu essaieras de la franchir, il y aura une conséquence. La conséquence, c'est pas on va plus faire attention à ce que tu racontes, parce que ça, c'est pas une conséquence. Il y aura une conséquence, et cette conséquence, elle peut évidemment varier pour un enfant à l'autre en fonction de l'âge, en fonction du contexte, etc. Mais certainement, elle doit amener l'enfant à prendre conscience du franchissement d'une limite inacceptable, mais aussi la réparation qui est derrière, c'est à un moment donné aller s'excuser et prendre conscience de ce qu'on a fait. Or, ignorer l'enfant, ce n'est pas une réponse qui montre que les adultes sont campés sur cette limite. Et donc, l'enfant ne peut juste pas savoir que cette limite, elle existe. Donc, je suis d'accord avec cette dame qui dit « je ne suis pas d'accord sur la manière de réagir ». Elle a bien raison de ne pas être d'accord. On doit effectivement en fait, mettre des choses en place qui montrent que cette limite, elle est infranchissable. Avec des jeunes enfants, des plus âgés, des adolescents, peu importe, le respect de l'autre, c'est la vie en société. Sinon, on est dans cette dérive de l'individualisme où j'ai envie de dire ce qui me passe par la tête et au nom du fait que je suis un enfant et qu'un enfant c'est impulsif, eh bien en fait tous ces mots qui sortent, on doit les accueillir inconditionnellement. Ben non,
ça, c'est pas une limite qui est possible. Voilà, donc je pense que ça, c'est vraiment une réflexion à avoir. Et de fait, les parents ont parfois besoin d'être accompagnés, non pas parce que, je pense que sur le fond, les parents seraient d'accord sur l'histoire de la valeur et de la limite infranchissable. Je pense qu'on est peut-être dans une situation où les parents ne savent pas eux-mêmes comment faire respecter cette limite, comment mettre leurs deux pieds sur cette limite infranchissable, sans se culpabiliser de faire quelque chose qui serait potentiellement traumatique pour l'enfant ou critiquable parce que ce serait trop violent. Et donc, l'accompagnement, pour moi, il passe par là. Et je vois beaucoup, en fait, de parents qui sont perdus de savoir, on est d'accord que cette limite devrait être respectée, mais je ne sais pas comment la faire respecter. Parce qu'avec ces discours d'experts, on les a parfois perdus et ils n'ont plus l'impression qu'ils peuvent agir avec bon sens, en fait. Je dirais c'est la même chose à l'école. L'école doit être ferme sur certains principes et montrer qu'elle reste campée dedans. Parce que c'est vrai qu'il y a toute cette logique de bien-être, il faut être attentif, écouter leur voix, etc. Parfois, on perd de vue l'importance de certains principes face auxquels on doit rester ferme. On est des adultes. Et ici, mon discours est, disons, est confirmé par des études qui sont très nombreuses sur ces sujets-là. Voilà, donc il y a une réflexion, enfin deux, avec comment peut-on recréer cette solidarité entre l'équipe éducative et les parents. Et il y a urgence à réconcilier effectivement à réconcilier les parents et les enseignants. Et donc, il y a une proposition d'un livre, L'école de la réconciliation de Jérémie Fontanier, qui est proposé par... Ah, mais merci. C'est vrai que les sociologues, c'est un concept qu'ils ont développé, et dit le conflit famille-école. De plus en plus, il y a ces parents qui se liguent dans des groupes de WhatsApp. La pauvre institutrice de mon fils, elle les a laissés devant un film où il y avait un peu de sang qui giclait. Ça a été le scandale. Tous les parents se sont ligués pour dire mes pauvres enfants étaient confrontés à quelque chose d'horrible. Mais enfin, voilà, ils doivent comprendre aussi que l'intérêt, peut-être ils peuvent se retrouver, je crois qu'ils se comprendraient sur l'intérêt, c'est de créer des citoyens, des adultes matures, et que là, on peut se retrouver sur certains principes, mais c'est compliqué, c'est une question compliquée. Oui. Alors moi, je pense en se centrant sur les besoins de l'enfant de cette façon-là, on a créé donc ces frictions entre les différents milieux de développement. Et je pense que du coup, on est aussi dans une dérive de l'individualisme. Mes collègues en Afrique, moi j'aime beaucoup les études interculturelles, mes collègues en Afrique, ils disent que pour élever un enfant, il faut tout un village. Et nous, on a tout à fait perdu cette dimension collective de l'éducation de l'enfant. Et donc, les parents, par exemple, ils font confiance à personne qu'à eux-mêmes, en fait, pour élever leurs enfants. Chacun se débrouille avec ses enfants, les activités extrascolaires de ses enfants, etc. Et moi, je donne toujours cet exemple que, puisque je m'occupe de parents épuisés, je leur dis, mais en fait, si vous aviez votre voisin un jour matin qui sort et qui vous dit, je vous vois galérer tous les jours matin et vous savez, je vais vous aider et à partir de maintenant, je conduis vos enfants à l'école, est-ce qu'on se dirait, ah, quel chouette voisin, ça c'est la solidarité, c'est génial, c'est la collectivité, ou est-ce que, allez, 99% d'entre nous se diraient, mais qu'est-ce qu'il leur veut à mes enfants? Et on lui prêterait presque des mauvaises intentions, parce que on est dans cette surprotection de l'enfant, dans cette méfiance entre adultes, parce qu'on a l'impression que les autres n'agiraient pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant comme nous, on le fait. Et donc, on a développé cette espèce de méfiance. Et donc, on n'est plus du tout dans une vision collective de l'éducation de l'enfant, raison pour laquelle on est tous complètement épuisés parce que l'enfant exige de plus en plus. On lui donne de plus en plus, mais en plus, on ne partage plus les tâches et les responsabilités à l'égard des enfants. Et donc, c'est devenu complètement kafkaïen. Et donc, ce que nous, on voit maintenant aussi, c'est que dans les jeunes générations, les jeunes disent, mais nous, on ne va pas avoir d'enfants, hein, parce que on ne va pas éprouver les regrets, ça c'est non, mais dans cet individualisme grandissant, ils ont envie de vivre pour eux, ou alors ils disent on en aura peut-être, mais quand on aura d'abord vécu notre vie pour nous, qu'on aura exploré le monde, on aura assouvi tous nos besoins individuels, parce qu'il n'y a plus l'envie en fait de se sacrifier, parce qu'ils ont vu leurs parents en fait se sacrifier, donner beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de ressources financières, etc. Et eux, ils sont très individualistes, ils ont envie de vivre pour eux. Et donc je pense que la société va encore se frotter à d'autres conséquences de tout ceci, c'est une baisse accentuée encore du niveau de natalité. Mais elle est déjà présente, il y a une crise. Oui, mais ça ne va pas s'arranger. Ah oui, ça ne va pas s'arranger. Il y a quelqu'un qui nous demande de réagir à propos du time-out. Vous parliez tout à l'heure du time-out, principe de mise à l'écart de l'enfant en passe d'être interdit par le Conseil de l'Europe. Pourriez-vous nous en dire un peu plus, dans quel contexte? Voilà, donc ça une réaction en fait
à l'article du Figaro qui a dit ça. En fait, ça s'inscrit plus généralement dans les mouvements qui sont très, très forts en France sur les mouvements contre les violences éducatives ordinaires, qui vont considérer en fait que toute forme d'éducation, de contrainte, est en fait une forme de violence faite à l'enfant. Et donc, ce sont ces mouvements de parentalité ou d'éducation exclusivement positive où la moindre évocation négative à l'égard de l'enfant va être considérée comme une violence éducative. Alors, il y a la loi en France qui interdit les châtiments corporels et qui dit que tout enfant a droit d'être éduqué de manière non violente. Alors, normalement, cette loi, elle n'est pas assortie de sanctions, donc on ne peut pas condamner quelqu'un pour avoir fait quoi que ce soit à l'égard de l'enfant, mais par contre, elle vise un changement de mentalité à long terme. Jusque-là, très bien. Mais certains vont jusqu'à dire, en fait, mais les gens ne savent pas comment appliquer cette loi parce que ça veut tout dire et rien dire. Et du coup, certains se sont dit, on doit faire une liste des choses qui sont interdites à faire avec les enfants. Alors évidemment, quand on dit les coups de martinet et enfermer des enfants pendant 3 heures à la cave dans le noir, on est tous d'accord de dire, oui, ça, on peut mettre dans la liste. Bien sûr qu'on ne peut plus faire ça. Le problème, c'est que les listes qui circulent sur les sites Internet et qui sont visibles par tout le monde, par vous même si vous voulez, en fait, ces listes, elles commencent par le martinet, mais elles terminent, et là vous êtes assis, alors elles incluent évidemment le time out, mais elles incluent, la dernière en date, c'est hausser le sourcil devant l'enfant. D'accord? Donc on n'aurait plus le droit de hausser les sourcils devant l'enfant, donc de faire une moue. Donc voilà, et donc ces mouvements vont très très loin dans cette dérive, et bien sûr ils incluent le time out parce que on vous dira qu'en fait, laisser un enfant immature émotionnellement, confronté à ces émotions qui l'envahissent, qui lui détruisent le cerveau à coups de cortisol qui est généré et qui détruit les connexions neuronales et blablabla. Parce que derrière tout ça, il y a Neuromania, les neurosciences qui montreraient à quel point toute réaction négative à l'égard de l'enfant lui crame le cerveau. Eh bien, en fait, on vous dira, en fait, il est inhumain, donc ça, c'était ce qui était écrit dans le Figaro, il est complètement inhumain de laisser un enfant confronté tout seul à des émotions dont il ne sait que faire. Et donc, c'est inhumain qu'un adulte, en fait, le mette à l'écart et le laisse autogérer, autoréguler sa colère, sa tristesse, sa déception, sa frustration, que sais-je. Et donc, en fait, quand un enfant est aux prises avec des émotions, eh bien, l'adulte, il doit être présent pour l'aider à réguler ses émotions. Et donc, le time-out, c'est quelque chose qui doit être complètement banni, au même titre que tous les châtiments corporels comme le martinet. Et une des particularité de ces mouvements-là, c'est qu'en fait, ils vont vous dire il n'y a pas de nuance à faire entre le martinet et le haussement de sourcil ou le time-out, parce que toute forme d'ouverture à une violence, en fait, est la porte ouverte à des violences plus graves. Ils vous diront qu'un parent qui finit par donner une mauvaise gifle, il n'a pas commencé par donner la mauvaise gifle, il a commencé par crier. Et donc, dès qu'on ouvre la porte à la violence à l'égard de l'enfant, ben, ça veut dire qu'on permet l'escalade de la violence et donc on va s'enfoncer dans la maltraitance franche. Et donc, il n'y a pas de nuance à faire entre le time-out, le martinet, l'enfermement dans la cave, etc. Et ici, pour en revenir au Conseil dans le prof, donc ils militent, ils vont défendre ces postures-là et parfois ils vont réussir à influencer. Et donc dans l'article, ils évoquaient le Conseil d'Europe qui allait réfléchir du moins à ça, donc c'est pas acté. Mais même dans l'éducation, quand c'est à l'école, on veut interdire les punitions collectives, par exemple. C'est une violence extrême qui s'exerce contre l'enfant. Comme si on n'était pas parfois responsable collectivement. Il y a de plus en plus de législations qui vont dans cette direction-là. Et ça, je parle d'un décret qui devrait sortir prochainement. Donc, c'est un mouvement plus général, disons, qui touche à la fois les familles et l'école. On va reprendre encore 2-3 questions Oui, et puis après, on va Donc, clôturer. il y a une intervention. Comme les parents se sentent seuls, ils ont, me semble-t-il, besoin de plus en plus de se sentir soutenus. C'est en tout cas le ressenti que l'on a en crèche. Les professionnels de l'enfance ont un rôle de plus en plus important dans le soutien. Cela prend du temps, demande beaucoup d'investissement, de formation, des moyens nous manquent pour pouvoir mettre cela en place comme nous le souhaiterions. Alors, vous avez raison. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, avant de commencer à soutenir les parents, il faut d'abord commencer par pas les étouffer. Pourquoi je vous dis ça? Gardez en tête cette image de l'avion qui se dépressurise
Et quand l'avion se dépressurise, il y a les masques à oxygène qui tombent et le personnel de bord vous dira toujours que si vous voyagez avec un enfant, il faut commencer par mettre le masque sur votre visage parce que si vous étouffez, vous êtes incapable de vous occuper de l'enfant qui est à côté de vous. Et en fait, je pense qu'avant d'accompagner les parents, il faut d'abord commencer par ne pas les étouffer. Et j'ai beaucoup réfléchi sur la façon dont les professionnels contribuent aussi à mettre parfois de la pression sur les parents. Alors, je ne tire pas à boulet rouge sur quelques professionnels que ce soit, hein. Par exemple, je vais tout à fait rester dans mon domaine. Voilà. Les psychologues, par exemple, contribuent à mettre beaucoup de pression parce que moi, par exemple, je travaille beaucoup avec les enfants qui ont des troubles du comportement il y a quelques années. Et j'ai beaucoup réfléchi à la façon dont je travaillais à ce moment-là. Je pense que je ne travaillerai plus de la même façon en ayant évolué comme j'ai évolué, parce que on instrumentalisait quelque part les parents au bénéfice de l'amélioration du comportement de l'enfant. Donc, par exemple, on va leur donner des tas de conseils sur comment s'y prendre autrement pour limiter les colères, l'opposition, l'agressivité, etc. En fait, la réalité, c'est que les parents sont déjà complètement épuisés avec un enfant qui dysfonctionne et qu'avoir un enfant en fait qui externalise son comportement, c'est juste horrible au quotidien. C'est des enfants qui vous dévorent l'énergie. Et quand en plus, ils entendent de la part des professionnels qu'il faut encore en faire un petit peu plus et devenir un petit peu plus expert de l'éducation, en fait, devenir presque des thérapeutes à la maison, pour bien implémenter tout ce qu'on va leur recommander, etc. On fait qu'une chose, c'est augmenter le stress, la pression, etc. et leur laisser entendre que si l'enfant ne s'améliore pas, c'est parce qu'ils n'appliquent pas les bonnes choses à la maison. On fait pareil, par exemple, dans des domaines comme l'autisme, où on va dans les familles, dans les services d'aide précoce, on va dans les familles pour leur montrer comment il faut faire pour accompagner l'enfant au quotidien, et on voudrait qu'ils deviennent un peu des petits thérapeutes à la maison. Et donc, les parents sont souvent instrumentalisés au bénéfice du parent. Et donc, nous, les professionnels, au-delà de l'accompagnement des parents, je pense que d'abord, on doit se préoccuper de savoir comment est-ce qu'on génère cette pression. Et je vais vous donner un exemple de l'école qui est un truc vécu. C'est qu'au moment du premier confinement, mon dernier était en 3e maternelle. Et on a reçu, donc au mois de juin, dans la perspective qu'ils allaient entrer en première primaire, et j'ai gardé ce mail parce que c'est un joyau. J'adore l'institut maternel qui était là, donc ce n'est pas du tout une critique à son égard, mais elle a voulu bien faire et donc elle a fait tout un email tenant compte de la situation, de recommandations, de choses à faire pendant l'été pour ne pas que nos enfants, en fait, soient trop pénalisés de ne pas avoir eu la fin de la 3e maternelle et donc des préparations aux apprentissages de base pour l'entrée. Et donc, on avait toute une série de recommandations sur ce qu'il fallait faire pour vérifier en fait qu'ils avaient les acquis et les stimuler à mort pendant les vacances pour rattraper le truc. Alors, c'était fait d'une manière très pro, mais moi, je me suis dit, OK, alors, j'ai la chance d'une part d'avoir un enfant qui n'a pas de difficultés, qui avait même plutôt un peu d'avance, mais je me suis mis à la place en fait des parents qui constatent des difficultés chez tous ces enfants. Et puis par ailleurs, elle employait des termes où franchement, heureusement que j'avais le niveau de formation que j'avais parce que des termes de langage, sur le langage, sur les apprentissages mathématiques, etc., qui je pense que pour la plupart des parents, ils ont dû googliser pour savoir de quoi est-ce qu'on leur parlait. Et c'est pas du tout intuitif pour un parent de savoir comment faire. Mais vous vous rendez compte que si de la pression en fait qui avait été mise par cet institut sur l'agenda des vacances qu'il allait falloir tenir pour pas que vos enfants en fait souffrent de la pandémie et du fait que vous n'allez pas vous investir suffisamment pendant les vacances. Voilà. Donc je suis certaine qu'elle l'a fait avec la meilleure intention du monde, mais je me suis dit heureusement que je suis dans la position que je suis parce que Dieu sait si ça m'aurait foutu une pression d'enfer pour mes 2 mois d'été, quoi. Et donc voilà, je pense qu'en tant que professionnel, il faut, voilà, et je voudrais donner un exemple en crèche parce qu'on a donné beaucoup de formations chez des assistantes maternelles et des parents épuisés, par exemple, quelque chose qu'ils vont faire, c'est venir chercher l'enfant de plus en plus tard. Et en fait, ça agace beaucoup les personnels dans les crèches, ce que je peux tout à fait comprendre. Et donc, le parent, il ne va pas se sentir accueilli dans son épuisement, ni accompagné par des professionnels qui vont entendre juste qu'ils sont au bout du scotch et qu'en fait, ils ont pris la demi-heure à la sortie du travail pour ne pas courir à la crèche, mais juste pour prendre un peu de temps pour eux. Ils ont un peu traîné pour faire les courses. Ils sont peut-être arrêtés pour boire un verre. Enfin, j'en sais rien, prendre un café en sortant du carrefour pour juste se poser avant de venir chercher l'enfant à la crèche. Mais le discours qu'ils vont souvent avoir, c'est on va leur faire remarquer en fait qu'ils arrivent de plus en plus tard, qu'ils jouent avec les horaires de la crèche, etc. Voilà. Et donc, je pense qu'en tant que professionnel, on peut de manière diverse, en tout cas,
être dans une démarche où on va accentuer parfois la détresse, la souffrance, l'épuisement, etc. Et réfléchir à comment est-ce qu'on contribue à mettre la pression autour de soi. L'inverse étant vrai aussi, je pense que les parents mettent aussi la pression sur l'école parce qu'ils sont jamais contents de ce qu'on fait. Donc je pense que l'inverse est vrai, mais quand on réfléchit à cette solidarité qu'on devrait avoir dans l'éducation de l'enfant et à former tout un village, comme on dit, il y a beaucoup à réfléchir. Donc moi, avant de se dire comment est-ce qu'on peut accompagner les parents, réfléchissons d'abord comment faire une équipe en ne contaminant pas les autres avec des sources de pression inutiles. Donc, je voulais juste... Peut-être une dernière question, une dernière interpellation d'un auditeur. Alors, je voulais juste rebondir sur la question des punitions collectives. Donc, moi, je forme des profs. Je recommande certainement pas aux profs de punir collectivement une classe. Cependant, est-ce que ça doit devenir un décret, une loi? Est-ce que c'est la question qu'on posait dans la discussion? Est-ce que à trop protéger les enfants, on ne les empêche pas de grandir? Moi, j'ai vécu des injustices, ça m'a aussi façonné. J'ai parfois été brutalisé, ça m'a permis aussi parfois de surmonter des obstacles, etc. Donc, vous voyez, on veut créer un cocon ici et l'idée derrière ça, c'est potentiellement l'adulte est un salaud. Il faut protéger cette créature qu'est l'enfant par la loi. Non, vous voyez, c'est pas qu'on va valider en tant que tel la punition collective. Cependant, on pourrait dire que dans certains cas, Elle a son sens. elle a son sens. Dans certains cas, pas toujours. Mais même l'injustice, parfois nous aide à grandir. Le fait d'être brutalisé psychologiquement ou qu'on nous remette à notre place, ça nous aide parfois à grandir aussi. Et pour ça, il faut aller au-delà du bien-être direct de l'enfant. Voilà pour préciser un peu par rapport à Jean-Sébastien. On peut clôturer. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un petit tour de cette vaste question. Donc, le débat reste évidemment ouvert. Un tout grand merci à vous, Isabelle Roskam et Serge Dupont, pour voilà, cette brillante et très intéressante présentation de résultats. Donc, on peut toujours effectivement relayer vos articles et toutes les travaux que vous avez fait, travaux de recherche que vous avez fait. Merci à tous nos participants qui ont été très attentifs et vous étiez nombreux. Donc, je pense que c'est vraiment à refaire. En tout cas, c'est la leçon qu'on retiendra de cette belle présentation. Merci aux équipes du NESA qui sont ici derrière ce bureau et derrière nous et voilà, pour nous avoir aidés à organiser donc essentiellement les trois secteurs que Benoît allait à citer tout à l'heure. Et puis, il me reste à vous souhaiter une bonne après-midi et un bon week-end et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, merci à vous. Merci.